par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute-puissante. Et par le pouvoir de l'épée démoniaque, nous voici de retour, le podcast dont vous êtes le héros, le 90e épisode. Comme d'habitude, moi c'est Xavier, et à mes côtés, mon acolyte, mon épée démoniaque justement. Salut Fred. Oui, ta petite Mordblade frétillante, ton Frédillon, ton Fred. Et en fait, j'ai entendu 90. Ah ouais, putain, là, ah oui, 90, bah, c'est bien, on change de dizaine. Ça fait toujours plaisir. Et donc, on entame cette nouvelle dizaine qui nous rapproche du 100, dangereusement du 100, j'ai envie de dire, en terminant une saga qu'on a entamée, je sais plus il y a combien de temps. Et donc, oui, on va entamer et on va terminer Les Maîtres du Mal, Louardan 4. Firewolf. Firewolf, enfin, la fin, nous y voici, quoi. On y retourne à la source d'un qui fait partie de nos 10 premiers podcasts, Louardan, et voilà, c'est la fin en 2021. Et Fred, mec, et en parlant d'épées magiques, je vois que tu m'en as cité une autre. Est-ce que tu peux me citer au moins 3 épées magiques de l'univers fantasy? Je t'ai déjà fait. Alors, est-ce que depuis t'as pris de la graine? Bah non, ce que j'ai oublié, mais je te dirais Mordblade, Stormbringer, et je te dirais Excalibur. Ouais, oui, facile. Donner, ça marche. Les auditeurs, pourquoi on parle d'épée magique? Vous allez voir que ça fait partie, pour ceux qui connaissent et ceux qui vont découvrir aujourd'hui la saga de Louardan, on vous propose bien sûr de retourner sur notre premier épisode ou d'aller dans le 3e volume où justement on fait une mise à jour avec Fred, qui lui justement a découvert la série, mais ça fait longtemps, donc pour ceux qui se disent oh là, moi je vais en rester là au 4e, et bienvenue, vous allez voir qu'on va couvrir la saga Louardan avec plaisir, et puis enfin la terminer, ça fait un bail. Allez Fred, avant de continuer, je te propose qu'on parle un petit peu des news et du fan mail. Ouais, avec plaisir. Et c'est vrai que nous, on s'est lancé dans le Patreon et on a voulu faire un petit peu d'interactivité avec nos héros. Et c'est vrai qu'on leur a proposé, nous, on s'était dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un défi fantastique. Et comme nous, il y a toujours un peu un débat, c'est une hydre à 3 têtes. Alors pour faire un choix définitif, c'est toujours un peu la guerre. Donc là, on s'est dit, on va passer par nos héros. Et donc c'est grâce à eux, on a proposé 5 titres qu'on peut vous citer. En fait, qu'ils ont été un peu choisis collégialement, chacun pris les siens. Et en fait, un des critères qui est important, c'était la couverture. Et ce qui s'était ressorti déjà de notre débat à la rédac, comme j'aime bien dire, pour se moquer un peu, c'était 5 titres des défis fantastiques méconnus, mais aussi un peu phares. Donc je sais pas, tu veux qu'on les cite pêle-mêle, Xavier ? Mais ouais, carrément, ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc même pour ceux qui veulent nous rejoindre, allez-y, les votes sont toujours ouverts au statut du héros. Sinon, voilà, restez bien au chaud parce que nous allons attaquer ce livre donc qui sera en mars 2022. Voilà, il nous faut un peu de temps pour créer le dossier, mais ça sera garanti. Le premier livre donc de ce choix, c'était Les Esclaves de l'Éternité de 1988, bien sûr de Paul Mason et Steve Williams. Le second qu'on a proposé, c'est La Nuit des Mutants de Peter Darville Evans. Puis suivi du Sépulcre des Ombres de Jonathan Green. Super auteur, couverture hachée. Ouais, mon petit chouchou, là, une couverture un peu bizarre, qui est La Tour de la Destruction de Case Martin. Et en dernier, c'était un petit coup de cœur de ma part que je pensais qu'il n'allait pas arriver au vote. Je suis content qu'il y soit. C'est La Créature venue du chaos de, bien sûr, Steve Jackson. Et oui, et donc sans surprise, là le critère couverture n'a pas du tout été pris en compte, qu'il y avait du niveau, et en fait c'est La Créature venue du chaos qui l'a emporté, somme toute logiquement. Et je sais pas si je dois m'en réjouir et m'enchanter parce qu'il paraît qu'il est assez ardu, donc puis Steve Jackson, il a beaucoup il est bon, sa saga sorcellerie marche très bien. J'ai envie de le voir dans autre chose. Ça peut être c'est quelque chose aussi de nouveau pour moi de le voir hors sorcellerie, quoi. Donc beaucoup de nouveautés. Donc ce titre arrive à point nommé. Voilà. Et puis il y a une chose assez particulière aussi, c'est le comme j'aime bien dire, le lore, l'écriture, l'agrandissement, l'explication, le traitement de l'univers dans les premières pages de La Créature venue du chaos est vraiment un délice pour l'imagination.
Et puis dans notre rubrique de fan mail, nous avons reçu donc un message de Sébastien. Et Sébastien qui nous écrit « Bonjour, je me suis souvenu avoir lu un livre de format BD à la bibliothèque municipale dans les années 90, qui correspond pas mal, pareil, à ce que vous avez parlé dans Piranha. La couverture était identique avec le vaisseau gris qui fonce vers le haut. Bien sûr, Seb, c'est bien ça, c'est comme il le cite, hein, c'est Menace sur la galaxie, qui a été édité en livre chez Gallimard. Donc oui, en effet, c'est un joli objet de collection. Fred, comme on avait dit à l'époque, hein, c'est un jeu, mais vraiment difficile. Je crois que c'était pas le plus difficile pour nous, celui-là. Non, franchement, moi, j'aurais eu un peu plus de temps. Avec même la règle de hyperespace et tout. Alors, j'aurais pas trouvé la réponse, hein, mais c'était pas assez fastidieux pour que ça me décourage pas. En fait, j'ai presque été frustré de pas pouvoir aller au bout. Et moi, en fait, ce qui me perdait le plus, c'était compter le nombre de points par rapport au vaisseau ennemi. Parce que c'est ça qui était le moins clair pour moi. Mais franchement, les dessins, ces illustrations, elles étaient folles. Et c'est vrai que donc en format BD, franchement, c'est un sacré objet. Ce serait même un sacré objet de collection. Et c'est vrai que cette histoire-là, c'est vrai que c'était un peu fastidieux. Bon, par contre, l'univers était super avec les différents pilotes il y en a un qui meurt à chaque fois qu'on avance. Et donc, il y a une espèce de dramaturgie, ils sont bien. Et puis, dans les dessins, il se passe beaucoup de choses, ils sont très beaux, c'est à chaque fois dans des cadres différents. En plus, bon, faut aimer le space opéra à l'espace, mais je trouve que le dessinateur, il s'était vraiment déchiré, quoi, et c'était vraiment un truc, là, c'était vraiment une découverte du magazine Piranha qui est assez bluffante. Bon, un one shot, parce que c'est vrai que ce genre de truc, c'est quand même très particulier. Mais il fallait bien occuper les jeunes à l'époque, voilà, et ça, c'est quand même sympa de s'occuper comme ça que d'être totalement passif. Moi, franchement, non, avec plus de temps, je serais allé au bout. Maintenant, je me remettrai pas dedans, là, pour le refaire, mais les illustrations sont géniales, quoi, c'est clair. Ouais, ça a vraiment laissé une belle impression à tout le groupe du podcast qu'on a bien aimé. Et Fred, je dirais même, tu vois, je pousserais même la qualité de l'œuvre en disant que je trouve qu'il y a largement assez d'un synopsis. Pardon, je veux pas dire synopsis, excuse-moi, mais une trame narrative pour en faire carrément soit un livre de science-fiction ou bien sûr un livre dont vous êtes le héros, mais il y avait énormément, même assez d'éléments justement pour construire cette histoire à travers toutes ces planches. Bah c'est vrai qu'en plus, si ça vous intrigue, n'oubliez pas que sur notre site toseti.org, nous on a tous les Piranhas en PDF et dont cet épisode-là qui est le 3e ou 4e, je sais plus. Ouais, je sais plus, 3e ou 4e. C'était, Fred, c'était to-seti.org/pdvelh. Et vous scrollez juste un petit peu en dessous de notre section prochainement. Et on a laissé là justement la section de découverte Piranha. Tous les épisodes sont là. Avec le 13e, on couvre la saga avec nos impressions. Et on a mis un PDF, pas du magazine complet, mais de chaque aventure. Voilà, comme ça vous pouvez accompagner l'émission. Ah Fred, nous y voici. Louardan 4. Retournons en 1985, d'où la publication de ce 4e volume de Louardan a atteint le grand public, nommé en anglais Ancient Evil, qui aura donc 2 éditions en France pour seulement 258 paragraphes. Et donc ça sera le dernier livre de cette série, bien sûr. Donc nous voici, on est en 85, comme d'habitude. Fred, je te propose de faire un petit moment vite fait pop culture. Qu'est-ce qui, toi, te fait penser à 1985 ? Qu'est-ce qui se passe dans cette année-là ? Ah, t'es sympa de me lancer comme ça. Qu'est-ce qui te fait penser, toi, à 85 ? Non, mais on voulait parler des dessins animés. Il y en a un qui était marquant à l'époque qui s'appelait James et les hologrammes. C'est sorti en 85 aux USA et nous on a eu l'honneur de la sortie en 86. C'est vrai que c'était autour sur un groupe de rock et en fait moi je m'en souviens que c'était pas les James et les hologrammes qui me faisaient je tombais dessus parce que souvent les dessins animés ils s'enchaînaient l'après-midi, t'avais un truc pour les filles, un truc pour les garçons, un truc pour les filles, un truc pour les garçons et je me souviens qu'en fait elles avaient des antagonistes qui étaient les Misfits, les désaxés et j'ai trouvé c'était les punks beaucoup plus impressionnante. En fait, quand elles apparaissaient, je fais tiens, il se passe quelque chose d'intéressant, mais quand c'était les autres, là, les pains bêches, où il se passait rien, c'était chiant à mourir. Et les autres, elles arrivaient, ouais, elles foutaient le dawa, elles étaient stylées, voilà, c'était con comme émission, mais ouais, ça avait cartonné. Et pour ceux qui ont vraiment de la mémoire et qui se sont vraiment calés au niveau cinéma, donc en 85, donc 30 ans plus tard,
en 2015, il y a il y a une version live qui a été faite, donc en vue réelle, et ça a fait un four, un flop, un bide, un navet, tout ce que vous voulez, personne s'en souvient. Tous les acteurs ont disparu. Pas à ce point-là. Non, mais c'est James, c'est du super-héros, hein, c'est simple, c'est du comment on dit, c'est du Magical Girl, hein, c'est du Sailor Moon, du Sakura, sauf que c'est à la sauce américaine, hein, c'est des filles que quand elles jouent dans un instrument, bah voilà, elles se transforment. Mais c'est vrai qu'en plus, bon, on vous en parle, mais c'est vrai que ce dessin animé, c'est surtout la bande son dont on vous parlait, donc il y a un DVD collector qui regroupe la totalité des clips. Et ben, en fait, c'est là-dessus que Fabien, pour les plus anciens, ils savent que Fabien, on l'a connu sur le podcast et on a commencé à lui faire une dédicace, que c'est en écoutant cette chanson-là qu'il s'était gravement blessé, fracturé la jambe. Voilà, donc c'était il y a 6 ans. Et donc c'est vrai que maintenant, 6 ans après, on en parle et donc ça nous fait c'est une petite anecdote un peu douce amère pour Fabien, mais voilà, Fabien, on te salue bien fort. Merci pour ton aide sur le podcast et ta venue. C'était une super rencontre. Et c'est vrai que là, donc on est en 85, on vous a parlé d'un dessin animé féminin. Bon, on va continuer avec une héroïne qui nous a davantage marqué, même chez les garçons. J'ai envie de dire, parce qu'elle était un peu le clone, le spin-off du héros de tous les gamins dans les années 80, qui était He-Man. C'est ça, c'est la sœur de Musclor qui aura droit quand même à 93 épisodes et qui est toujours active sur Netflix avec un reboot du dessin animé. Un petit truc sympa, Fred, je peux pas trop en parler, mais je peux dire que j'ai travaillé sur une série canadienne qui justement parle de la collection des jouets et qu'il y a pas mal de pièces assez rarissimes de la collecte She-Ra, que j'ai pu justement animer et faire donc du motion design dessus. C'était assez cool, quoi, et c'est vraiment sympa. Et donc là, ça me fait plaisir d'en parler dans ce dossier avant Louardan, ça me met du boost, hein, parce qu'encore une fois, un autre guerrier avec une épée magique, hein, voilà, She-Ra. Oui, je cherchais le nom de l'épée de Musclor tout à l'heure, ça m'est pas revenu. En anglais, ça s'appelle le Power Sword, l'épée de la force, ouais. En fait, l'épée du pouvoir, quoi, l'épée du pouvoir. Donc voilà, c'est très simple, hein. Et c'est Frostborn, Moonblade, et puis Power Sword. Et c'est vrai que oui, donc là on joue nous aussi un barbare, pas un Musclor mais un loup ardent, c'est déjà pas mal, on est bien boosté après de 3 autres aventures là. On a tout un barda dont on sait pas quoi faire, et c'est vrai qu'on a une épée magique, Exterminator, et en fait qui est une épée vampire, donc en gros quand on bat, elle a quand même des bons bonus, et donc quand on touche l'adversaire, ce qu'on lui a fait perdre en points de vie, on peut le récupérer pour nous, sans dépasser notre maximum. Par contre, si on fait pas de dégâts, c'est nous que l'épée siphonne. Donc ça rappelle un peu l'épée la plus connue dans ce style-là, qui est Stormbreaker. Je pense qu'on en a déjà parlé. Et c'est vrai que She-Ra, tout ça, les James et Conqueror de la Lumière, c'est un univers graphique. Et c'est vrai qu'il y a une continuité dans Louardan, c'est les couvertures. Et nous, on aime bien parler des couvertures. Donc les couvertures des Maîtres du Mal et dans la thématique commune. Et on reconnaît bien l'univers de Louardan de la série, quoi. C'est sympa. C'est ça qui nous amène à parler des illustrateurs, commençant par Stephen Bradbury. Alors Stephen Bradbury, on en a déjà parlé au podcast, hein. C'est lui qui fit la couverture de la première édition des Maîtres du Mal, hein. C'est un Anglais né en 1954. Il a étudié au Bolton College of Arts. C'est un établissement très réputé, hein. Puis ensuite, il suit un cursus dans le design, dans le textile, mais ils se rendent vite compte qu'ils sont plus à l'aise dans les illustrations littéraires. Et donc, c'est à 28 ans qu'on lui demande sa première illustration pour un roman fantastique. Et bien sûr, depuis, il s'est pas arrêté, il continue. Il a à son compte plus de 300 couvertures. Et ses dessins sont toujours très colorés. Il privilègie le bleu, hein. On peut dire que c'est un peu sa couleur fétiche. Je dirais même que c'est peut-être sa muse, Fred. Une muse plutôt onirique, hein. On retrouve aussi une biographie qui regroupe la totalité de ses œuvres, qui s'appelle Reflections, The Art of Stephen Bradbury, qui est sortie en 1996 chez l'éditeur anglais Paper Tiger Books. Il dira d'ailleurs, lorsqu'il fut débutant et bien sûr méconnu, il avait écrit à cet éditeur pour proposer ses services. Donc c'est marrant qu'à la fin, voilà, Paper Tiger Books lui avait clairement dit non au début. Et c'est vu qu'une fois qu'il est devenu connu, qu'ils ont changé vite fait d'avis. Et puis c'était peut-être la version de se rattraper, justement, d'éditer son livre qui regroupe un peu sa carrière.
Sa carrière connaît bien sûr Fred des hauts et des bas, mais jamais ne se découragera, hein, c'est comme un bon professionnel. C'est par la suite, dans les années 2000, il se lassa de multiples commandes qu'on lui demandait, il ne voulait plus travailler pour les autres, et il décida d'arrêter tout ça, bien sûr, pour devenir artiste peintre. Très croyant, voilà, il remercie chaque jour le destin pour lui avoir donné son don de dessinateur et de pouvoir peindre des choses merveilleuses. Et franchement, la couverture de Steven sur ce 4e opus, je l'aime beaucoup, Fred. Donc, on voit un peu notre protagoniste principal, qui est supposé être, je pense, Lou Ardent, au premier plan, avec 2 dragons. Une première... Au premier champ, on voit une vallée avec des montagnes bien périlleuses, avec le soleil qui éclaircit bien le haut, et puis au fond, on a des montagnes avec le haut bien enneigé, avec un beau dégradé de ciel donc qui commence à la méridienne au bleu foncé, qui continue vers un bleu néon clair, et au fond, on voit, je pense que ça doit être l'un des maîtres du mal, d'où le titre se place juste au-dessus. Fred, t'en penses quoi de cette couverture ? Bah, moi, je la trouve assez impressionnante. On est vraiment au cœur des montagnes. On a une espèce, bon, il y a une pyramide avec une orbe, avec une espèce de croissant, avec une lumière. Bon, ça, c'est pas trop dans l'histoire, c'est pas grave. Mais j'aime bien la thématique de couleur, ouais, l'harmonie. Et moi, ce qui est un truc, un procédé que j'adore, c'est quand il y a une menace qui pèse un peu, qui est un peu comme dans les vieux films, là où il y avait le mec qui prenait le ciel et il poursuivait les acteurs. Moi, j'adore ce concept, ouais, de sentir une menace qui pèse sur toi et apparaître comme la personne, une silhouette qui est au fond du paysage, qui est omniscient, qui te surveille. J'adore le procédé. Moi, c'est quelque chose qui met à chaque fois beaucoup d'ambiance. Après, moi, j'aurais juste un petit bémol, c'est que je trouve que la représentation de l'antagoniste, du méchant, entre guillemets, il fait pas assez peur, il est pas assez en regardant, je vois un vieillard, faut que je vois sa main avec sa main auquel on fait pas trop attention dans le dessin avec des griffes pour comprendre que ah oui, il est maléfique. Pour moi, ça aurait même pu être un protecteur presque s'il n'est pas marqué les maîtres du mal au-dessus. Donc là, je trouve il a loupé un petit truc, mais moi j'avoue en plus j'aime bien cette posture du héros là qui est vraiment les jambes écartées face au gouffre avec les 2 dragons qui s'amènent devant le temple maudit, des éclairs autour de lui. Ça fait vraiment le défi quoi. Et ça, la posture, genre l'image est très dynamique. Et franchement, si je veux chipoter, ouais, je trouve que l'antagoniste qui est comme quelque chose d'important, il manque un peu de charisme, il fait pas peur. Et en fait, moi, j'aurais voulu avoir peur. Ouais, il manque d'intimidation, ouais. Il manque, et puis il devrait en avoir 3, hein, comme dans l'histoire on nous dit bien qu'il y en a 3, vous allez voir. Donc ça c'est dommage. Bien sûr, toutes les couvertures de Lou Ardent, elles sont quand même un petit peu... elles sont plus atmosphériques que représentatives des détails qui figurent dans l'histoire. J'ai omis un petit détail que Fred, toi t'as pointé vite fait. En effet, au milieu, il y a une pyramide avec une orbe qui flotte au-dessus, un trait Conan, aventure Conan le Barbare. Mais dans le coin de ces montagnes au premier et au deuxième plan, on voit aussi des petites temples, des entrées, on voit une cascade. En fait, on se rend compte qu'il y a tout un univers, un sorte de donjon en fait dans les montagnes, qui a une épreuve à franchir qui va être impressionnante. Donc, ça donne l'envie à l'aventure, quoi. Bah c'est vrai qu'après c'est pas très raccord parce que nous, en gros, on va devoir s'enfoncer dans une crypte, donc en souterrain, et là il nous présente les sommets d'une montagne. Bon, c'est pas grave. Si je me trompe pas, on met même pas un pied dans les montagnes. Hein. Pas un pied, non. Et Fred, si tu nous parlais de la couverture de la 2e édition avec l'artiste Jean Torton. Donc oui, la couverture alternative de la 2e édition, oui, donc réalisée par Jean Torton. Bah là, c'est un espèce de ptérodactyle avec une tête de vélociraptor qui est en train en fait c'est un dragon je pense, mais c'est vrai qu'il ressemble plutôt à un vélociraptor. Bon bref, et c'est vrai que bon, là on a un loup ardent en tunique un peu moyenâgeuse avec une épée. Bon voilà, bon, elle est quand même beaucoup moins bien réussie. Faut être franc. Mais sinon, si Jean Torton, il n'a pas fait que des couvertures, il est très connu. Donc en fait, en plus, c'est bien parce que c'est un dessinateur dont on n'a pas parlé sur le podcast. Donc le petit nouveau. Et donc Jean Torton, il est né en 1942 en Belgique. Il travaille toujours, que ce soit dans l'illustration ou la bande dessinée. Il prend souvent le pseudo de Gérodaton.
Enfant, il dessinait continuellement, que ce soit à la maison, pendant les cours les cours des autres matières qui l'intéressaient beaucoup moins. Et donc, en fait, ses parents étaient assez compréhensifs. Ils l'inscrivirent dans une école spécialisée dans le dessin. Et en fait, il a eu la chance de rencontrer des grands dessinateurs à l'époque. Il a quand même fait, une bonne moisson, Hergé, Edgar P. Jacobs, Bob Moore et tant d'autres. Donc, en fait, grâce à son réseau et ses talents et ses connaissances et son art, il dessine pour le magazine Le Journal de Tintin, une référence, quand même. Et sa première bande dessinée sort en 1979. Jean est passionné donc par l'univers des Mayas, faut le savoir, parce qu'il a consacré beaucoup de ses œuvres sur cette thématique. Et c'est vrai que malheureusement, vous savez, la BD, on n'en vit pas tout le temps. Donc lui, il n'a pas encore vraiment réussi à percer comme d'autres illustrateurs dont on a pu vous parler. Et donc c'est vrai qu'il alterne encore illustration et bande dessinée. Et là, la deuxième édition, donc c'est en 97 que Gallimard le contacte pour ce Loup Ardent, Les Maîtres du Mal. Et à l'heure actuelle, il semble s'éloigner un peu de l'univers de la BD, qui semble plus lui correspondre, avec des éditeurs qui surproduisent et inondent le marché avec des livres, ce qui n'ont aucun succès. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de production BD. Et il trouve aussi que le monde de la dessinée est de plus en plus censuré. On lui demande d'habiller les hommes, les guerriers. On lui fait des remarques sur la nudité, mais on lui demande par contre, avec le sang et la violence, il n'y a pas de problème. Et donc lui aussi, il a envie de vivre de sa propre imagination. Donc il fait de la peinture à l'huile et se sent beaucoup plus apaisé maintenant. Et donc voilà, c'est vrai que nous on aime toujours mettre les illustrateurs à l'honneur. Et là, j'ai envie de dire, on va être servi parce que je crois qu'il y a c'est notre totem, c'est notre mascotte, c'est notre chouchou, c'est notre ami même. Je crois que ça faisait peut-être un ou deux épisodes qu'on n'a pas parlé de lui, parce que Loup Ardent 4, s'il vous plaît, vous le savez, à partir du 3, Loup Ardent 4, c'est John Blanche qui a récupéré les illustrations intérieures. Et voilà, qui c'est John Blanche, Xavier? Ah, encore un de nos chouchous du podcast, hein. Je dirais même le chouchou, le Blanchitsu. Que de chemin parcouru pour cet homme, franchement, impressionnant. Hein, ses professeurs lui disaient qu'il n'irait pas bien loin dans ses dessins de mutants et de chevaliers et machin. John Blanche, il leur a fait des gros doigts d'honneur, hein. Ça c'est sûr et certain, hein, comme un bon métalleux qu'il est. Alors, né en 1948, John a toujours été passionné bien sûr par le dessin depuis son enfance, hein. Il est fasciné par l'univers de Charles Dickens, et il veut que ses personnages portent des vêtements usés. Il aime bien ce côté vécu, et bien sûr le vécu, ça donne un côté beaucoup plus vraisemblable à nos personnages, ça leur donne aussi de l'histoire et du caractère. Donc tout de suite, John Blanche, il s'aperçoit de ces choses vachement importantes, hein, dans le code visuel. Il pense même justement à montrer des traumas, hein, comme des jambes de bois ou même des cache-œils. Alors au Beaux-Arts, il travaille dur, hein, il veut réussir, il est issu d'une famille ouvrière, et il se retrouve parmi des étudiants de familles plus aisées, hein. Donc là c'est ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et bien sûr, John Blanche franchit le cap et veut se retrouver dans cet univers pour maîtriser ses illustrations. Alors son travail est très précis, son coup de crayon fait penser beaucoup aux illustrations qu'on retrouve de l'univers de Tolkien, hein. Ça plaira justement à l'équipe de Games Workshop, hein, quand John Blanche commençait sa carrière, et bien sûr il l'engage aussitôt. La suite on la connaît, Fred, hein, je crois qu'il n'y a plus rien à dire là-dessus. Warhammer, entre autres, des tonnes d'illustrations, des illustrations qui deviennent des figurines qui deviennent des animations qui deviennent des courts-métrages. Que dire de plus? C'est que John a 37 ans quand il illustre des dessins intérieurs des Maîtres du Mal. Mais Fred... Scandale! C'est dur à dire, mais c'est la vérité, c'est comme ça. En gros, voilà, bien sûr, on dit scandale, les auditeurs, parce qu'avec Fred, on est assez déçus de... Plus que ça. C'est surtout le nombre de dessins. Scandale. Oh, il y a que dalle. Là, c'est vraiment la commande. Tu sens que John, j'ai l'impression qu'il a pondu ça en moins de 2 semaines, hein. Alors Fred, ouais, justement, je voulais en parler de ça parce que Loup Ardent 1 et 2 qui sont illustrés par Geoff Taylor. Taylor, justement, travaillait beaucoup les silhouettes, le contraste, et il a créé une atmosphère très particulière qui, pour moi, représente bien le visuel et comment j'aperçois l'univers de Loup Ardent, hein. C'est un univers c'est pas une question de glauque, mais c'est un univers qui est dans la pénombre, qui est dans le brouillard, et tout ça, c'est dû justement à ces illustrations de contraste de Taylor. Et John Blanche, j'ai l'impression que dans le 3e volume, il fait un peu du John Blanche, mais simpliste. Du John Blanche, c'est comme si vous prenez les illustrations de la saga Sorcellerie, mais vous retirez 50 à 70% des détails d'une illustration. Ça vous donne ce qu'il y a dans Loup Ardent, je trouve. Mais dans ce 4e volume,
J'ai l'impression que c'est John Blanche qui essaie d'adapter ou de s'adapter au style atmosphérique, au ressenti des illustrations de Geoff Taylor. Donc énormément de contrastes, énormément de silhouettes, des fonds très épurés, et justement on se concentre plus sur la mise en scène, sur la grandeur de ce du monde qui est devant Lou Ardent. Fred, est-ce que tu as eu ce ressenti, toi? Oui, moi c'est ça en fait, c'est quand j'ai vu le premier GG ça, en fait Chai il fait entre guillemets pas un hommage, mais il reprend les codes de l'ancien dessinateur. Et en fait, je me suis dit, ça part bien, parce que c'est vrai que dans le dernier, on était vraiment déçus, c'était vraiment le minimum syndical pour du John Blanche, c'était pas toujours top. Et là, donc je me dis, tiens, il reprend les codes, ça va être intéressant, John Blanche, c'est un super dessinateur. Et moi, en fait, je suis vraiment déçu par le nombre, parce que sinon, je trouve qu'il y en a qui fonctionnent très bien. Moi, je trouve que la scène de la Guégoum, l'abbesse au-dessus de nous, là, avec l'épée brandie... ouais, ça, c'est la dernière illustration, quoi. Ouais. C'est la fin du livre. Bah moi, elle pète, quoi. Donc, moi, il finit bien. Et puis, la Guégoum, j'allais dire la Bene Gesserit, mais ouais, la Guégoum on en reviendra dessus, hein, je vais en parler de ça d'ailleurs. Par contre, Fred, si on peut parler d'un autre truc, en sortant un petit peu de John Blanche, c'est les cartes du monde. Donc, on regarde le premier volume, on a une magnifique carte, bon, magnifique, j'exagère, on a une très belle carte de Belgardium, hein, qui est l'une des villes, je crois que c'est la première grande ville où Lou Ardent visite, et que bien sûr on retourne là-dedans. Ce qui est sympa dans ce prochain volume, on verra, c'est qu'on utilise vraiment la carte pour se balader, mais par contre l'illustration de la carte, mais ça a été fait sous MS Paint, où il a fait ça à la règle en moins d'une heure, quoi. Je sais pas qui est l'illustrateur de ces plans de ville, mais c'est du travail vraiment naze. Hein. C'est du b.a.-ba. Hein. C'est sûrement l'auteur, c'est peut-être... Tu crois que c'est Brennan qui les a fait? Ouais, je pense, hein, tout simplement. Parce qu'elles sont... juste pour dire les auditeurs, comme là on va conclure un peu sur les illustrateurs, à la fin du livre, vous avez donc deux plans, le plan d'une ville et le plan d'une forteresse en ruine, et vous allez les utiliser pour vous se balader, et puis vous allez voir que c'est un super concept qui est pas du tout bien exploité. Je crois qu'on est d'accord tous les deux, Fred, là-dessus. Mais... en gros, ouais, c'est comme si je prenais moi une règle, et puis je faisais des petits carrés, des rectangles, et c'est tout. Je remplissais pas pour faire des toits, pour faire les devants, des maisons. Moi, ça me fait penser à mes plans à mes scènes d'action dans Shadowrun, où j'avais des papiers illustrés, je mettais des décors pour voir les distances et tout ça, mais c'était juste pour me représenter le truc vite fait, quoi. Parce qu'on peut, je veux dire, il y a tout un art, et c'est un monde visuel, c'est comment dire, c'est une grande passion, et puis il y a tout un univers et un monde là-dessus. C'est sur les illustrations de cartes d'Heroic Fantasy, que ce soit des villes ou des parties du monde, ou même des continents, bien sûr, en commençant avec Tolkien, et puis avec son fils, hein, Christopher, qui a repris les illustrations. Bah, c'est lui d'ailleurs qui a dessiné les illustrations pour son père, ces cartes, cette cartographie. Et même moi j'aime bien faire ces choses-là dans mon temps libre, j'adore faire ça, et c'est vrai que comme tu dis, Fred, il y a le côté b.a.-ba d'un jeu de rôle où on fait des carrés et des rectangles, histoire de montrer à ses joueurs où ils peuvent trouver couverture, où ils peuvent se diriger, et puis après il y a tout le côté Tolkien immersif d'une carte qui vous plonge dans le monde, ce qu'on avait dans le premier volume de Lou Ardent, et là dans le quatrième, et c'est vraiment dommage, quoi. Je sais pas si c'est Brennan ou si c'est l'éditeur ou un illustrateur, mais merde, quoi. J'ai vu ça, je me suis dit, c'est dommage. C'est peut-être pas honteux à ce point-là, mais c'est vraiment dommage de finir la série là-dessus. Je veux dire, c'est la fin. Est-ce que c'est dommage de bâcler les choses, quoi? Mais ça serait peut-être intéressant, oui, sur les cartes, si l'édition anglaise, c'est pareil, peut-être, tu peux vérifier, peut-être tu l'as, l'édition anglaise, toi? Ouais, je l'ai, tiens, bien vu. Attends, je vais la prendre vite fait. Alors, en anglais, c'était chez Fontana, l'éditeur. Et non, c'est pareil, quoi. C'est ouais, c'est tes cartes Shadowrun, quoi. Bon, en parlant de tout ça, on sort un peu des illustrations et allons tout de suite à l'auteur. Fred, parle-nous de Herbie. Ouais, parce que J.H. Brennan, il est tellement familier chez nous que c'est notre Herbie, comme vous le savez. Donc c'est pareil, on a beaucoup parlé de notre cher Brennan. Et lui, c'est vrai qu'il a une petite marotte, c'est qu'il a besoin d'écrire tous les jours, voilà, ne serait-ce qu'un petit peu, sinon il devient nerveux, il est très irritable, et dès qu'il peut pas le faire, ça va pas. Et c'est vrai qu'il a une œuvre conséquente, en 50 ans, il a écrit plus de 100 livres, ils n'ont forcément pas tous eu du succès, mais qu'importe, lui, ce qu'il aime, c'est écrire, et pour tous les publics,
et que ce soit dans différentes catégories. Donc ça va de l'ésotérisme, la psychologie, la parapsychologie, l'humour, des romans pour enfants, de la science-fiction, des nouvelles romantiques. Et il est même traduit dans plus de 50 pays, donc une sacrée réussite. Et nous, en France, on n'a pas la faveur de toutes ces œuvres, parce que tout n'est pas traduit. Et en fait, quand il n'écrit pas, il a une activité très zen, qui doit encore plus l'aider, c'est il s'occupe de ses chats, donc il regarde la télé, et il donne des conférences sur le développement spirituel. Voilà, donc vous savez aussi que c'est l'auteur des Quêtes du Graal, qui est son plus grand succès commercial. Et c'est vrai que dans ses multiples interviews, il ne parle quasiment jamais de Firewolf, Loup Ardent. Et c'est vrai que, par contre, en 2014, il en parlera, parce que c'est vrai que Tin Man Games a fait une adaptation, nos amis de Tin Man Games. Yes, Firewolf, hein, bien sûr, l'équipe de Neil Ranson. Ceux qui sont intéressés de Tin Man Games et de leur ludothèque, j'ai pu faire une interview avec Neil, donc le directeur artistique que j'ai pu rencontrer aussi à PAX, donc c'est un grand salon de jeux vidéo, un mec vraiment sympa, très cool. Et puis avec Fred, justement, on a donc traduit à la version russe, hein, Fred, l'interview, voilà, que vous pourrez retrouver sur notre podcast. Alors, l'application Firewolf est vraiment super. Les 4 livres de la série sont adaptés en une seule application, voilà, pour une sortie sur toute plateforme, hein, PC, Mac, Linux, Android, iOS. Le jeu est entièrement modifié avec de nouvelles illustrations par Simon Lassman. Alors Simon Lassman, c'est un artiste de la Nouvelle-Zélande, voilà, qui travaille aussi bien dans le cinéma que l'illustration ou les jeux vidéo. Alors Tin Man Games a ajouté aussi de la musique et de multiples effets sonores pour cette adaptation. Il fait appel à un compositeur australien qui s'appelle Ryan Grogan. Celui-ci travaille beaucoup pour la télévision, le cinéma et les jeux vidéo. On voit tous qui sont du même milieu, des passionnés. Ça m'étonne pas qu'ils sont pu se rencontrer, ce qui est vraiment chouette, quoi, quand t'as des créateurs comme ça qui travaillent sur un projet ensemble. Et puis à savoir, c'est que Ryan Grogan a gagné le prix de la meilleure musique pour la télévision en 2012 aux Australian Screen Music Awards. Alors Fred, j'ai ces applications, d'ailleurs j'avais joué à Firewolf 2 sur l'application pour faire le podcast à l'époque. 3 et 4, je voulais aller un petit peu sur les livres, parce que bon, c'est une différente expérience. C'est aussi l'expérience... comment dire, natif, c'est la toute première, hein, donc et l'application est vraiment super. Je veux me la garder pour refaire Loup Ardent. Moi j'aime beaucoup cette saga. Oui, elle a plein de défauts, mais malgré ses défauts, voilà, je trouve qu'il y a vraiment une histoire intéressante, il y a une aventure, il y a une épopée, quoi, et puis l'évolution de Firewolf est prenante. Et l'application de Firewolf est chouette. Donc quand j'avais joué sur le deuxième, déjà le système de règles ultra simplifié. Pas au point où c'est plus amusant du tout, mais c'est plus comme tu dirais Fred, classé imbuvable. Ah oui, je dis c'est pas plus mal parce que les règles, oui, bon bref. Voilà, quoi. Donc ouais. D'ailleurs, juste pour dire, voilà, si vous êtes intéressé, attention, la version iOS, donc tablette produit Apple, a des soucis, mais ça c'est les restrictions d'Apple sur leur site web. Vous savez qu'ils sont très méga contrôleurs, donc c'est assez chaud, hein. Certaines applications ont disparu, hein, comme les premiers sorcelleries qui étaient faits par un autre studio, Big Blue Bubble aussi, qui faisait avant Tin Man Games. Donc eux ils rayent tout, c'est chiant. Vous pouvez par contre le trouver sur, je suis pas sûr sur Steam, mais si vous allez directement sur le site web donc de tinmangames.com, qui sont, je crois que c'est aussi Adventure Gamebooks. Vous pouvez aller sur la rubrique Firewolf et voilà, vous allez pouvoir acheter directement via leur page web, leur site web, via le créateur, leur création. Ce qui est toujours mieux de pas avoir d'intermédiaire, quoi. Alors, en continuant, si on parle, Fred, parle-nous du traducteur. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien mettre en avant et c'est vrai qu'en plus, c'est un peu le mystère à chaque fois les traducteurs. Donc la traduction française était faite par Noël Chasserio, quelqu'un de très discret, donc comme on vous le disait, pas trop d'informations sur lui, très prolifique dans les années 90 et 2000 pour traduire des romans issus de chez Gallimard. De nos jours, Silence Radio. Bon, il a dû passer à autre chose, c'est vrai, et donc ces traductions portent essentiellement pour la littérature jeunesse comme Cro-Blanc, Robin des Bois ou Moonfleet ou autres, donc voilà. Et donc c'est vrai que nous voulons bien les mettre à l'honneur, donc merci Noël Chasserio pour cette traduction. Ouais, merci beaucoup, ouais. Et puis voilà, ça nous amène donc au début, c'est parti. Comment est née la série des Loups Ardents? Eh ben, en voyant le succès commercial des Grail Quest, hein, bien sûr les 4 du Graal, Brennan réfléchit justement à écrire d'autres livres-jeux, mais sur un autre thème.
Et il reçoit énormément de courriers des lecteurs, qui sont principalement des enfants, mais il y a aussi des adultes et des professeurs, et Herbie pensait que seuls les enfants s'intéressaient à ces livres-jeux, et donc il réfléchit à un concept pour les adultes, voilà, il veut changer de domaine, il veut attirer justement le public un peu plus âgé. Et donc il en parle à son agent littéraire, qui trouva aussitôt un éditeur intéressé, et donc c'est l'éditeur anglais, comme j'ai dit un peu plus tôt, Fontana, donc qui avait édité ces volumes, Fontana Paperbacks, qui accepte aussitôt la demande. Et puis il connaît la renommée, le potentiel commercial de J.H. Brennan, et ils se disent bah là, allez les gars, on est gagnant. Mais voilà, bien sûr, Brennan, il veut innover, il remarque que la majorité des livres-jeux sont presque tous écrits à la deuxième personne, du singulier ou du pluriel, le tu ou le vous, voilà, pour se démarquer, donc il refuse tout ça. Et donc que fait Herbie ? Il décide justement que Loup Ardent soit le premier roman interactif au monde qui utilise la troisième personne du singulier. Bien sûr, ça fait un peu bizarre qu'on n'est pas habitué. Donc Brennan insiste bien sûr sur le terme roman interactif et non pas livre-jeu. C'est vrai qu'il y a une différence. Je peux faire une aparté. Dans ce cas-là, pourquoi tu as un roman interactif ? Pourquoi tu ponds des règles aussi casse-couilles ? Fais pas de règles, alors fais juste des choix. Si c'est un roman interactif, il nous pondent des règles pour calculer. Déjà, faut que tu calcules toi-même les caractéristiques des ennemis. Alors ça, c'est quand même fort, hein. Ça toi de te coltiner les caractéristiques des ennemis, quoi. C'est ouf, ça. On sent qu'il t'en a mis plein la gueule, Herbie, avec ses règles, Fred. Mais non, mais c'est marrant parce que, en fait, Herbie, il est très dans. Normalement, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la simplicité, je veux dire. Il va te faire un plan ouvert. Là, Et par contre, dans ses règles, je sais pas, mais il a dû avoir un coach. Je sais pas qui c'est, quoi. Mais il y a un mec qui lui a dit, ah, mais attends, t'inquiète, alors faut que ça fasse, si tu veux faire un peu jeu de rôle, faut beaucoup de caractéristiques qui se mélangent entre elles, et tu sais, mais en plus, mais t'as vu, t'as pas le mec qui te donne les attributs des ennemis, il faut que tu calcules l'initiative, les points de vie, faut que tu calcules l'endurance, faut que tu calcules les modificateurs des dégâts. Putain, tu te fais, c'est bon, quoi. En plus, des ennemis, il y en a plein, au bout d'un moment, t'en auras le fion, hein. Bref. Je sais pas si c'est Herbie qui se dit comme c'est pour les adultes, on va prendre des règles qui sont comme Donjons et Dragons ou autres, mais les mêmes donjons, je les trouve beaucoup plus simples, hein. Si on parle pas bien sûr des nombres de sorts et comment utiliser les sorts, là ça peut devenir un peu plus compliqué. Mais en effet, ouais, c'est un peu mormolleux, quoi. C'est un peu le bordel, les règles de Loup Ardent. Je t'admets, Fred, je vais être sincère avec les auditeurs, j'ai fait mes premiers combats, mais à partir de presque la moitié du livre, je fais, allez, c'est bon. Je note pour voir la difficulté, j'essaie d'appréhender à quel point c'est balèze, mais je me fais pas le combat en entier, hein, j'en peux plus. Et à la fin, c'est combat sur combat sur combat sur combat. Oh, j'en avais marre, je fais putain, j'en connais un qui est en train de gueuler là, je t'entendais Fred, j'avais les oreilles qui rougissaient. Si t'allais jusqu'à la moitié, t'es bien brave, hein, parce que moi j'ai fait les 3 premiers, j'ai fait bon, ça y est, j'ai compris. Des fois quand je voyais un ennemi un peu particulier, je faisais le premier et deuxième tour, je fais bon... wow, vas-y, je le bute, vas-y, laisse tomber, ça sert à rien que je fasse les 15 tours. Ouais. Mais à la fin, les ennemis sont ultra balèzes. Hein. À la fin, c'est c'est des démons, des demi-dieux. Et puis d'ailleurs, la seconde édition qu'on a vue tout à l'heure, le Vélociraptor, comme tu disais, c'est le dragon rouge que j'ai rencontré aussi dans les cryptes. Toi aussi, non ? Tu l'as rencontré ? Oui, je l'ai rencontré. Il y a des dragons dans cette aventure. Bon, on va en reparler. Mais c'est important, un livre-jeu, il faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont dans les transports en commun, qui font ça pendant leur pause déjeuner, ou bien sûr chez eux dans un fauteuil, mais il y a aussi ce côté, comme je disais, mes premiers exemples, c'est d'être mobile, de pouvoir se balader, bouger, faire ça un peu à tout moment. Et tu vois, quand je vois Joe Dever, tu vois, qui pense à mettre une table de hasard à la fin où tu fermes les yeux, boum, tu poses ton index, et t'as un numéro aléatoire, voilà quoi, il pense déjà à ce côté de mobilité, on peut bouger. Steve Jackson pareil dans Sorcellerie, tout en bas des pages, bien sûr, les 2 dés qui vous donnent des résultats. Mais là, putain, mais Loup Ardent, laisse tomber, hein. Si tu veux faire les règles quand t'es dans les transports en commun, je te raconte pas, les gens ils te regardent, ils disent, je comprends pas s'il fait ses devoirs. Oui, c'est ça. Mais franchement, en plus, des fois, t'es quand même obligé de sortir la calculette. Bon, tu pourrais le faire de tête, mais tu dois le faire tellement de fois, tout ça, qu'au bout d'un moment, tu fatigues, tu fais attends, est-ce que je m'en souviens bien du bon score et tout, puisque des fois, c'est pas, bref. Ouais, donc t'es là que ta calculette, attends, alors je vais retirer 62 points de vie. Donc, ah oui, en plus, je les récupère moi dans mes points de vie. Alors, l'initial, non, mais c'est, non, mais bon, ouais. Moi, il y a une règle que je déteste, ce sont les règles de l'endurance où t'as un nombre de tours où tu peux te taper, après pendant 2 tours, tu peux pas taper. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ah ça, les règles de Loup Ardent, je leur donne 1 sur 5, 1 sur 10 même. Non, elles sont imbuvables, elles sont chiantes. Bien sûr, comme tout type de règle comme ça, il y a du potentiel dedans, mais là, il y a trop de boulot à refaire pour que ça soit bien exploitable, quoi. Là, laisse tomber. Allez, à la benne. Hein. Là, désolé Herbie, mais là,
Non. Bah, c'est peut-être pour ça qu'en finale, la série, elle s'est pas si bien vendue. Et encore une fois, Herbie remarqua qu'en fait, c'était surtout les enfants qui y jouaient, qui composaient son lectorat. Et c'est vrai que les adultes étaient passés complètement à côté. En fait, ils savaient même pas que le livre était sorti. Donc voilà, donc c'était Loup Ardent, c'est une série qui était inspirée pour plaire aux adultes. Et en fin de compte, les enfants se sont éclatés. Donc t'as raison, il a dû faire les règles pour un peu de complexité. Mais comme en fait aucun adulte ne s'est penché dessus, bah ça a juste traumatisé des générations de de petits bambins plein d'imagination. Et ouais, non, mais franchement, c'est vrai quand même, c'est quand même un jeu. Je le répète, c'est à toi de faire les caractéristiques de l'ennemi, quoi. Mais c'est pas possible, quoi. Ah, c'est chiant. Franchement, c'est simple quand tu joues, même quand tu joues à Shadowrun, voilà, tu roules un tas de D6 et on te dit combien de succès tu dois avoir au-dessus d'un certain numéro. Donjons et Dragons, on te dit quelle est la difficulté de l'armure de l'adversaire. Oh putain, mais si tu joues un jeu que j'aime beaucoup, c'est Dungeon World. C'est simple, ton personnage il a 4 de force, tu lances 4 dés, tout dé au-dessus de 5 est un succès, point barre, quoi. On s'en fout si c'est un 1, 2, 3, 4, quoi. C'est-à-dire, j'adore les règles simples qui ont quand même une possibilité de hasard intéressante, quoi. Et là, Herbie, mais je dis non, mec, là. Je dis non, c'est juste non. Ok, je le fais pour la critique du podcast, mais j'en avais marre, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, tu m'entends gueuler dans le bureau, je suis mais c'est pas possible, ça, c'est quoi ces stats, c'est quoi ces... Et puis quand c'est monstre. Fred, je crois que ça couvre la discussion des règles du livre. Ah, bah tu vois, on pensait pas en reparler, mais on a quand même en parlé des règles. On va peut-être finir sur un truc un peu plus sympa pour nous détendre tout le monde, l'atmosphère, nous-mêmes et les auditeurs. T'as un truc en stock? Yo, mais ouais, absolument, on va faire une petite pause. D'ailleurs, on dédicace ce morceau à Kiki Momo. Voilà, on est tout de cœur avec toi, mec. Et on te propose une chanson de power metal, histoire de bien se mettre, Fred, hein, dans l'univers de Loup Ardent. Voilà, on est tous des warriors, des guerriers qui pourfont les montagnes glaciales pour assassiner le mal ancestral. Et je te propose, Fred, un morceau de Possessed Steel qui s'intitule Spellblade. Ah bah c'est le bon aloi, c'est totalement raccord. Moi je sais que c'est bien épique. Je sais que c'est bien épique, alors c'est l'épée de pouvoir de sort. par le pouvoir du crâne ancestral.
Et bah ça y est, nous voilà de retour. J'espère que vous avez gardé un peu votre souffle, que vous avez été emportés comme nous dans cette super chanson qui traite d'épée ensorcelée. Et donc nous, Loup Ardent et sa joyeuse Exterminator, toujours insatiable. On se projette tout de suite dans l'aventure et on va se faire un petit synopsis pour poser le cadre, comme on dit. Ouais, absolument, ouais. Allez, on y plonge direct. Alors, le synopsis de Loup Ardent. Alors, Loup Ardent va se marier, tellement occupé à la préparation de la cérémonie, et ne se rend pas compte que dans le royaume, des personnes les plus en vue disparaissent. Le malheur revient, et Loup Ardent ne remarque rien. C'est lorsque sa fiancée se fait enlever à son retour, qu'il réalise ce désastre et le retour du mal dans le royaume. Loup Ardent doit mener sa dernière bataille contre les forces du mal et sauver le peuple de sa destruction. Et bah Fred, avant de commencer, moi je vais sortir ma propre destruction. La bouteille que je sors quand les trucs sont assez chauds à discuter. Ça va pas être un désastre autant que notre série des Maîtres du Destin, mais je sors la chartreuse. Ouh. Ah oui, j'ai reconnu le goût le bouchon de la chartreuse. Il résonne un peu plus longtemps que les autres. Ouais, c'est tellement crémeux comme alcool que ça fait même pas de bruit quand ça tombe dans le verre. Voilà mec, parce que là, on va se marrer, donc on verra peut-être si ça aura des effets secondaires sur ma critique. Ah, Fred, comme d'habitude, allez, c'est parti, on fait péter la musique épique atmosphérique en arrière-plan. Et puis, commençons tout de suite à discuter de ce 4e opus. Alors, Fred, en ordre de l'histoire, quels sont les événements qui t'ont plus marqué, lequel tu voudrais un petit peu qu'on parle, bien sûr, avant qu'on rentre dans la critique, c'est les moments forts de l'aventure qui, toi, t'ont donné un ressenti d'être vraiment le guerrier ultime, intitulé, donc, Loup Ardent. Bah, en fait, là, tu me sèches un peu parce que j'arrive pas à me souvenir d'un moment vraiment phénoménal. Ça part ça commence bien. Ouais, qui mérite l'attention aussi vers la fin. Bon, bref, on en parlera un peu plus tard. Mais moi, en fait, ce qui m'a intrigué, donc, c'est le début. Donc voilà, le mariage est interrompu. En fait, là, vous souvenez-vous, on avait les nonnes du Guégoum qui devaient nous aider contre la Horde. On avait pas mal galéré pour obtenir leur aide. Là, on est convoqué, on est reçu, on est expédié, on doit sauver le monde. Voilà, et on revient, notre fiancée a disparu. Et en fait, je me souviens qu'en fait, on doit passer des preuves chez elle parce qu'elle cherche un champion pour le mal et le champion, c'est nous. Elles ont pas demandé notre avis. Et puis hop, passe une petite épreuve. Et là, ce qui m'avait un peu étonné, donc c'était déjà assez classique, redondant, une salle, une épreuve. Mais surtout que ces épreuves, elles sont déjà dès le début irréalisables. Parce que souvent, dans Loup Ardent, il y a des caractéristiques de force, rapidité, intelligence. On s'en sert pratiquement jamais juste pour les calculs des points de vie. Et là, Brennan, il s'est amusé à faire une épreuve, en fait, qui correspond plus ou moins à une caractéristique. Ça peut être la force, la rapidité. Et en fait, avec des tests qui sont supérieurs à 10 ou plus. Et que vous devez faire 3 ou 4 fois. En plus que vous faites des combats. Donc en fait, très rapidement, en fait, la partie se termine dès le début. Et je me suis dit, ou bien il a pas équilibré ses règles, ou bien il nous a vraiment dit, c'est le dernier opus, c'est épique, toutes les situations, tu peux crever tout de suite. Et en fin de compte, moi je me suis dit, dès le début, en fait, si je triche pas, l'aventure, j'aurais pu la recommencer 5 ou 10 fois, parce que statistiquement, mécaniquement, on n'a pas toutes les caractéristiques. Alors, il faut avoir plus de 50 dans une caractéristique pour réussir. Avoir des bonus, c'est comme 10 ou plus, sinon, franchement, ça devient vite fait impossible. Dès qu'on a 4 tests à faire d'affilée, c'est statistiquement pratiquement impossible. Vous essayez peut-être une fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, vous foirez. Et donc, j'ai trouvé ça très classique et très difficile pour rien. Et en fin de compte, très chiant, en fait. Et l'épreuve qui devait faire de nous un champion, j'ai trouvé que ça faisait pchit, quoi. Ouais, c'est cette phase, ce chapitre ou cette séquence du livre où justement on est appelé à voir la mère supérieure des Guégoum. Alors les Guégoum, j'aime bien leur description, c'est vrai que là on les retrouve, elles sont bien sûr dans les précédents volumes de Loup Ardent, le précédent volume surtout. Voilà, elle nous dit qu'il y a un danger imminent, comme tu disais, qu'elles vont devoir faire leur choix. Et j'étais en train de lire ça avec l'histoire de leur tenue, leur organisation, et puis au bout d'un moment il y a Brennan qui nous dit que ce sont des nonnes sorcières.
Et je me dis, tiens mec, t'es en train de faire de grandes illusions en fait au Bene Gesserit de Frank Herbert, bien sûr de Dune. Et puis en fait, Fred, ça m'a vraiment marqué. Je me disais, la description de la séquence, nous sommes soi-disant l'élu, le Messiah, et nous devons passer une épreuve. Je te jure, j'attendais qu'elle sorte une boîte et qu'elle nous demande de mettre la main dedans, quoi. Le gomme Jabbar. Non, le gomme Jabbar, c'est le poison qu'elle tient à son cou. Non, c'est le poison qui est dans la boîte aussi. Ah, non, c'est le poison. Non, c'est sa seringue. C'est la seringue au poison. En fait, la boîte, c'est l'épreuve des Bene Gesserit, mais le gomme Jabbar, c'est le poison. Oui, c'est avec des simulations sensorielles et des trucs par l'esprit. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, j'aurais préféré être Paul Atreides que les épreuves qui ont été mises face à Louardan, quoi. Alors, franchement, traverser une poutre à travers un feu, combattre un géant via un combat de comment ça s'appelle, de ces armes contourdantes là, de masse, charmer un nain, franchir une salle où il y a de la lave en dessous, puis après soulever une grosse pierre pour sortir de la caverne. Je me suis dit ok, déjà il y avait beaucoup trop d'épreuves, le passage est super long. C'est qu'il faut savoir que dans la narrative et les auditeurs, c'est qu'avant cela, on prépare notre mariage. En fait, ce que j'aime bien dans Louardan, Fred, c'est à travers tous ces livres, c'est quand on construit le monde, quand Louardan discute avec des gens, quand il y a vraiment la trame narrative qui évolue. Mais dès que c'est le moment du livre-jeu, donc tout ce qui est règles, jet de dés, parcours de circonstances à épreuve, je me fais chier, quoi. Je me dis, voilà, ça recommence. Et donc j'ai hâte. Et pendant toute la lecture de livre, j'avais hâte de passer ces épreuves. Vite, j'ai envie de retourner sur l'aventure, enfin sur l'histoire, vite, quoi. Et pareil, toutes ces épreuves, alors tu vois, je me fais une épreuve, 2 épreuves, 3 épreuves, 4 épreuves. Elles, comme tu dis, elles sont impossibles, mais elles sont chiantes aussi, parce que moi je pensais qu'elles allaient être subjectives ou narratives par rapport à qui nous sommes. On franchit une poutre via le feu, est-ce que c'est par rapport aux créatures du chaos qu'on a combattu, le nain qu'on doit utiliser notre magnétisme en fait, tu sais, pour montrer qu'on est très charmant, qu'il nous laisse passer, parce que c'est un petit nain en fait qui a un champ de force et il faut juste traverser le champ de force, et pour ça voilà, il faut utiliser notre magnétisme. En fait, c'est être cool, quoi. Genre hey, t'as vu petit nain, je suis un mec plutôt cool, ouais. Ah ouais, t'es vachement sympa, quoi. Je te laisse passer. Je me dis merde, je sors de l'ambiance, quoi. Je comprends ce que Herbie est en train de faire, mais sérieusement, des fois, la simplicité, tu vois, ne devrait pas être mis de côté, parce que Paul Atreides, face à la boîte avec le gomme Jabbar, simple, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est une séquence marquante, quoi. Que ça soit dans les livres, maintenant on peut dire les films et le téléfilm, c'est toujours quelque chose qui marque et qui tient là, en histoire d'épreuve. Ah, ça me fait chier, quoi, j'en ai eu marre, hein. Franchement, et pourtant, j'adore l'intro. Quand on rentre dans leur chapelle, que les nonnes nous attendent, que tu vois qu'ils nous traitent comme un moins que rien, tu sais qu'on est vraiment insignifiant à leurs yeux, qu'on n'est qu'un outil, pour leur royaume et pour le préserver. Et j'ai bien aimé tout ça, en fait, où justement, quand Herbie parle de Louardan, c'est bizarre parce qu'on dit pas nous, on dit bien Louardan ici, hein. Ça a marché en tout cas. Mais quand les nonnes nous parlent mal, ou comment dire, nous montrent pas du tout de respect, on voit que ça chauffe Louardan. Attends, parce que là, mec, c'est bon, encore un deuxième. Allez, hop. On voit que ça chauffe Louardan, et on sent qu'il a envie de s'énerver, qu'il a envie de les remettre à leur place, mais en même temps, voilà, on a des choix, c'est est-ce qu'on les remet à leur place, ou est-ce qu'il faut admettre que sans elle, en effet, on ne serait pas allé aussi loin. Et j'ai bien aimé, en fait, ces petits moments de choix narratifs que Herbie nous fait là-dessus, quoi. Tout ce moment-là où c'est les choix narratifs, c'est top, c'est vraiment cool. Mais dès que c'est des épreuves de jet de dés sur la fiche de personnage, oh là là, c'est le truc, ça me passe au-dessus de la tête, j'en ai tellement rien à cirer, quoi. Oui, puis c'est fastidieux, parce que pourquoi faire... il te dit, la planche fait 10 mètres, il faut faire un test toutes les tranches de 3 mètres. Tu sais que t'as 4 tests à faire. Bon, bref. Puis bon, les seuils de 10, avec un petit bonus si t'as plus de 50 dans la caractéristique qui est utilisée. Bon, bref. C'était pas très intéressant. C'est un peu genre, bah, vous voyez, vous faites des tests avec des caractéristiques différentes. C'est jeu de rôle, c'est bien. Bon, c'est un peu chiant. Et en fait, moi, un moment que j'ai préféré de l'aventure, en fait, c'est un peu l'enquête, ou comment on doit chercher notre femme, en fin de compte. Et je crois on peut fouiller les dossiers de la police. Ouais, tout au début du jeu. Ouais, voilà, c'est sympa, ça. Ouais. Oui, voilà, et donc sinon on trouvait des infos, et donc en fait on va tomber sur le chancelier Nazar, donc, qui était un dirigeant qui avait disparu, là qui est réapparu, lui dit non, c'est normal, Ouais. Explique aux auditeurs justement qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'intrigue, parce que j'ai trouvé cool, moi, c'était sympa.
Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des notables qui disparaissent et qui reviennent avec, et puis, soi-disant, ils ont pas disparu. Donc lui, c'est sa réponse. Il n'a pas disparu. Il est parti à la chasse. Il comprend pas pourquoi un tel ramdam. Nous, on voit quand même qu'il a une espèce de cicatrice sur le front et ça nous rappelle un assassin qui avait voulu nous tuer. Donc là, dans le précédent volume, ouais. Ça, c'est cool. Ouais, donc là, ouais, c'est ça. Là, ça, c'est bien quand il y a les épisodes, les volumes se parlent entre eux. Et donc, on a le choix de l'interroger. Si on le fait, en fait, il est évasif, il nous ment. Et en fait, rapidement, il nous attaque. Donc déjà, première surprise. En fait, c'est très important de tomber sur lui, parce qu'en fait, cette aventure-là, c'est une aventure avec une énigme. Et donc là, on a un premier morceau de l'énigme qui est dans les cryptes. Dans les cryptes, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, en fait, Louardan, c'est toute une réflexion. Et il dit qu'il en connaît 2 dans le coin, celle des alchimistes ou des nécromanciens. Mais il y a une qui dont se souvient très bien, c'est celle du château Xandine, en fait, de son passé, celle qu'on connaît. Et donc là, en fait, on va déjà choisir dans lesquelles cryptes on va se rendre. Alors, tu vois, c'est intéressant. Est-ce que toi, moi, j'ai quand même fait confiance à, il insiste un peu, Herbie, donc j'ai pris les cryptes d'autres enfance et du château Xandine. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à aller voir les alchimistes ou les nécromanciens? Je sais pas si t'as fait cette option-là, toi, Xavier. Non, je t'admets qu'en connaissant Herbie, j'avais peur d'être face à des épreuves, donc j'ai évité ces parties narratives. Mais je les ai quand même fait pour le podcast. En fait, voilà, on a un petit moment, il y a quand même une page de texte. Voilà, Louardan questionne les gens, mais on lui dit non, il y a rien. Et Louardan se rencontre et une phrase qu'on voit souvent dans ce livre, c'est retourner au ce qui vous renvoie au. Donc voilà, on retourne en fait à un paragraphe, une bulle en fait, carrefour, qui va nous renvoyer à un carrefour, voilà, qui nous renvoie dans un carrefour. Il y a plusieurs phases comme ça dans ce 4e opus. Fred, autant en parler parce que là, tu as parlé justement de cette pierre. C'est qu'à savoir qu'à la fin de l'épreuve des Bene Gesserit, je veux dire des Gegum, on nous donne en fait un cristal avec 4 coins, donc qui est écrit Pou dessus, P-O-U, et qui est en dessous d'ici, voilà, D de Sassi. Et puis donc, cette pierre qu'on a eue là, comme tu as dit, c'est Nazar, le chancelier, quand on questionne sur ses cicatrices, il nous attaque d'un coup, donc on le tue et on trouve dans ses pas justement une autre pierre qui s'accroche au bas de cette pierre des Bene Gesserit, qui est donc, qui est écrit dessus dans les cryptes. Donc voilà, on commence à voir que, ok, en fait cette pierre elle a 4 coins au total, voilà, j'ai le centre, j'ai récupéré celle du bas, il me manque gauche, droite et le haut. Je dis ok. Bon, c'est sympa, moi j'aime bien, je retrouve un petit peu ces puzzles visuels de Herbie dans le premier Louardan, ce fameux puzzle pour sortir des cryptes. Et je lui dis, bon ok, donc Pou est d'ici, sur la pierre du milieu, je sais que ça va être lié donc à une phrase avec dans les cryptes. Cool. Fred, juste avant ça, en fait, c'est pendant cette séquence-là que tu parles. Tiens, pour moi, un moment que j'ai bien aimé dans l'histoire, c'est toute l'introduction. J'aime bien Louardan qui se lasse des préparatifs de mariage, que son chancelier lui montre les offrandes de plusieurs guildes, d'ailleurs qui va revenir en jeu plus tard. Ça, c'est cool, l'écriture de Herbie là-dessus. Et il voit sa future mariée, son future épouse, et il voit le roi Ulrich, voilà, il la trouve magnifique, il parle au roi comme quoi, voilà, il est prêt à l'épouser, et je trouve ça cool. Et puis on nous parle d'Ulrich, on a développé Ulrich, d'ailleurs dans ce livre on développe pas mal les personnages secondaires, mais là, Freya, dans ce volume-là, on parle quasiment pas d'elle, quoi. C'est en gros ce que, si je dois te décrire Freya, Fred, je te dirais, Louardan la trouve magnifique, et elle va l'épouser. C'est tout ce que je peux te dire sur elle. Je peux rien te dire d'autre. Si elle est charmante, si elle est timide, si elle sait se battre, rien quoi. Je peux rien te dire du tout sur ce personnage. Alors là, 3 dimensions du perso, 0 quoi. C'est une dimension. C'est femme doit épouser homme. C'est l'archétype de la princesse. Voilà. Mais pire, parce qu'au moins Blanche-Neige, elle chante, et elle a des amis qui sont des souris, je sais pas, je peux te dire un peu plus d'elle, quoi. Là, je peux rien te dire sur fucking Freya. Je peux rien te dire. Oui, bon, enfin, pardon, je peux rien te dire sur Freya, putain, mais y a rien à dire, quoi, c'est chiant. Donc, très décevant, et c'est un des points négatifs que je trouve de cette aventure, quoi. C'est quand même, parce que vous allez voir que comme elle se fait enlever, c'est notre objectif dans cette aventure du 4e Louardan, c'est de retrouver Freya. Donc quand on veut retrouver ce personnage, je trouve que ça vaut le coup de s'attacher un peu, tu sais, c'est le truc classique des films d'horreur, quoi. Si tu développes pas dans un slasher, si tu développes pas les personnages qui sont autour du personnage principal, le Final Girl, t'as le fumeur de joint, le jock, voilà, quoi, t'as l'artiste. Si tu les développes pas et quand ils meurent, t'en as rien à foutre. T'en as absolument rien à cirer, donc il faut les développer, il faut les rendre charmants, attirants, il faut les rendre empathiques, et là, Freya, que dalle, donc quand elle se fait enlever,
Ok Herbie, bon, c'est Princesse Toadstool quoi, elle est dans un autre château, il va falloir que je la sauve. Princesse Peach, je veux dire, c'est pas la même chose. C'est Princesse Peach. Oui, mais c'est ça, c'est la... Peach Toadstool, ouais, bref. Mais bon, mais j'ai bien aimé ce premier passage parce que par la suite, après, quand Louardan se prépare à partir donc en quête, hein, Ulrich revient, son père, elle est où ma fille? Bref, dans les couloirs, il est affolé, elle a disparu, donc c'est à nous bien sûr de repartir à l'aventure. Je fais ok, sympa comme fin, hein, vraiment le mariage spoil, très cool. J'avais l'impression que le début de Louardan c'est la fin de Princess Bride quoi, c'est comme une continuité à ce moment-là, comme ça finit sur le mariage, l'autre. Bref, et ce qui est cool, c'est on va dans la salle des offrandes et en fait on prend les offrandes que nous avait fait pour le mariage, on se rend compte que ce sont des objets magiques qui chacun avait des bonus impressionnants. Donc il y avait une cape, il y avait une dague, il y avait une bague, il y avait bon bref des petites choses qui bien sûr vous ajoutent des statistiques. On a droit qu'à 2, hein, on peut pas tout prendre. Oh oui bah bien sûr, pourquoi pas tout prendre hein, bien sûr il faut en prendre que 2 hein. Encore un truc, d'où les règles abîment la narrative qu'elle devienne après c'est des tenues d'apparat, là on part en quête, on peut pas s'habiller comme un parangon, pas comme un pan qui est un pan. Non, on peut bien sûr avoir une dague, des brassards, une bague avec une cape, non Fred, parce que chaque item en fait n'est pas en double et ne se superpose pas l'un sur l'autre. Oui, il y a le pendentif, celui qui te serre le front, les manchettes, la cape. C'est ce que j'ai pris, ouais. Le pendentif pour donner des coups de boule et puis la cape, quoi. Donc voilà, ça. J'ai essayé de. En fait, j'ai. Non, mais c'est ça. Tu connais pas ça le serre-tête pendentif, c'était une arme médiévale que pour donner. Enfin, c'était utilisé comme une arme médiévale pour donner des coups de boule, en fait. Et comme il y avait une énorme perle au milieu du front, bah ça enfonçait la tête de l'autre, quoi. Donc ça le tuait. Bref, je sais pas, moi je voulais avoir un truc cool, je me dis tiens, cape rouge avec serre-tête, ça faisait très Louardan comme je l'imaginais dans le premier volume, avec la rencontre de Baldar et tout ça, quoi, ce qui était vraiment sympa. Mais ouais, voilà, moi c'était un moment sympa. Encore une fois, on retrouve quelque chose de cool aussi, de vraiment très sympa dans la narrative de Louardan, c'est des chapitres. Voilà, à certains moments, vous allez avoir un titre en grand, hein, en bold, qui vous explique, voilà, bien sûr, vous rentrez dans une nouvelle phase de l'aventure. À la lecture, Louardan, c'est aussi cool parce que vous évoluez vos paragraphes, vous allez voir que des fois, vous tournez même pas la page, le paragraphe se situe sur la page d'à côté, et vous sentez une progression à travers le livre, comme si vous lisez un livre, en fait. Ça veut dire que, bien sûr, le dernier chapitre va être vers la fin du livre, donc on reste dans cette zone-là, quoi. C'est vrai que souvent, avec Herbie, quand t'arrives au 100, tu sais que t'as passé une étape. Fred, à toi. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a plu, t'as envie de causer? On peut rentrer dans la critique aussi, on peut parler un peu plus. Oui, après, c'est un peu l'aventure, là, le chemin, le trajet. Bon, il se passe des trucs, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus mirobolant. Moi, je suis tombé sur un géant. Je suis tombé sur 3 berserkers qui gardaient le pont. C'était les 3 chevaliers noirs. Ouais. J'ai préféré les soudoyer que me les fighter. Un peu d'amour propre en moi. De toute façon, je suis tellement blindé de thunes, je sais même pas comment il se balade avec 800 pièces d'or, Louardan, je sais pas. Bon, bref. Il a une carte de crédit. Il a une carte de crédit où il a un billet à ordre sur lui. Et donc, en fait, le but, c'est de rejoindre Belgardium, une cité qu'on connaît, la cité on a tout retourné il y a 10 ans. Et donc, c'est là où on a le fameux plan. Et là, on se dit chouette, beaucoup d'opportunités, on va avoir plein de textes, ça va se passer plein de trucs. Et en fin de compte, en fait, c'est juste plein d'endroits, parce que vous devez juste trouver une personne et vous avez que 2 possibilités de la trouver. Tout le reste... c'était con, ça. Tout le reste ne sert à rien. À strictement rien. Il y a des petits événements. J'en ai fait 5 d'affilée. Vous allez ici, là. Bon, en fin de compte, il y a rien. Ah, vous allez ici, il y a rien. Vous allez ici, il y a rien. J'ai une critique très très ressemblable à la tienne, hein. En regardant, alors là c'est comme on disait dans la partie des illustrations, les auditeurs dans le podcast, en fait, donc on a 2 plans à la fin du livre. D'un, c'est la ville, donc moi je dis Belgardium, on a la ville, et donc vous voyez des bâtiments dessinés comme les plans de Fred Shadowrun, voilà, il y a des numéros dessus, c'est les numéros des paragraphes auxquels il faut se rendre. On s'y rend et il se passe quelque chose. Et bah franchement, même plus que les 3/4 du temps, quoi, il se passe que dalle. On est renvoyé au plan. Je lui dis mais Herbie, je comprends pas ce que tu fais. Il y a pas d'aventure. Il se passe que dalle. Et tu vois, je pense par exemple aux rôdeurs de la nuit quand on se balade dans un quartier. Il y a énormément de possibilités de passer dans un ébranchement de l'aventure, de vivre une mini-aventure par-ci, par-là, quelque chose qui sert au but ultime de l'endroit où on se trouve. Et ici, Herbie, il m'a fait un coup, je suis allé à la taverne,
et il me décrit une taverne typique Heroic Fantasy, mais après il commence à me décrire des personnages intéressants qui sont dedans, comme quoi ils ont peut-être quelque chose à dire. Alors je reste. Frustration ultime cette scène-là. Ouais. Mais oui, parce que finalement l'auberge de l'aventure, putain, c'est le truc de ouf, c'est là où tout se passe. Oui, des personnages truculents. Putain, ils te présentent plein de gars, tu vas les voir. En fin de compte, eux ils sont trop affairés, lui il est trop bourré, lui il est trop dans l'ombre. Vous retirez rien. Vous allez voir le barman il sait rien. Quand vous barrez, il y a un mec qui se barre en même temps que vous. Voilà, basta, terminé, finito. C'est quoi ça? Ouais, c'est la grosse déception, surtout que c'est ça, c'est qu'on est renvoyé, c'est un petit peu comme Verby nous disait, hey Xav et Fred, il y a une super auberge, comme vous les aimez, avec plein de personnages cool, il y a Elric de Belin-Borné, il y a Conan le Cimérien, il y a, comment elle s'appelle, Shira, Shira, il y a même Jem et le hologramme qui sont sur la piste de danse au lieu que ça soit Pivo de Metal Hurlant. Catfight, parce qu'il y a les Misfits qui viennent d'arriver sur le plateau. Et puis il y a Red Sonja dans le coin qui est en train de défoncer un gars parce que il avait les mains un peu trop glissantes. Bref, le cliché, le classique, l'amusement. Et on se dit Herbie, et c'est génial, on veut rester. Non les gars. Franchement, il se passe rien finalement. Sortez, allez, on continue à l'aventure. Je lui dis, attends, mais Fred, oh le coup là. Ah oui, parce que moi j'ai tourné, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là je tombe sur l'auberge. Bon, en fait, j'avais déjà la réponse qu'en fait, le but là-dedans, c'est de trouver Yalena, un personnage féminin qu'on avait déjà rencontré, à qui on connaissait le père et tout ça. Moi, je suis tombé sur son frère qui m'a emmené à elle. Et après, donc, je pensais qu'il me fallait plus d'infos. En fait, il faut aller dans les cryptes de notre château, ça on le sait, on n'a pas besoin d'être devin pour Yalena, savoir qu'il faut... Ouais, c'est la fille de Baldar, qui nous traitait de mangeurs de champignons dans le tout premier volume. Alors pour ceux qui connaissent pas la saga Louardan, c'est à savoir dans le premier, on est un homme qui a été adopté par un clan, mais qui est rejeté aussitôt, et c'est Baldar un petit peu qui nous retrouve abandonnés en train de bouffer des champignons, enfin en essayant de survivre, et c'est un peu comme notre... je sais pas Fred, c'est pas notre Obi-Wan Kenobi, parce que ça je dirais que c'est notre père, le seigneur Xandine, mais je sais pas si je peux faire une réflexion Star Wars, mais c'est comme Luke qui rencontre un petit peu c'est comme l'hologramme de la princesse Leia. Voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui nous dit en gros qu'on a un potentiel, il se passe des choses, il va se passer une aventure, il nous aide à se remettre sur nos pieds. Donc c'est pas du tout la princesse Leia en hologramme. Bref, c'est pas du tout ça, quoi. Je me rends compte que mon analogie ne marche absolument pas. Bon, faut arrêter Star Wars, hein, ça y est, c'est has-been, on peut plus parler de Star Wars en 2020. C'est un peu notre Bilbo Baggins, quoi, voilà, et nous on est Frodo, voilà, il y a Bilbo, mais bien sûr Gandalf sera le seigneur Xandine, voilà, si ça marche un peu mieux, ça. Bon, bref, en gros, il se passe rien voilà. dans cette sacrée une chose. Non, dans la grande ville, il se passe que dalle. Il y a juste une illustration, quand on entre dans la ville, on se fait attaquer. Moi, je me suis fait arrêter par les flics, et on remarque aussi que les flics ont été payés par quelqu'un, donc on se rend compte, j'ai pas vu s'ils avaient une cicatrice sur la tête, mais c'était peut-être ça, je sais rien. Mais on rencontre, comme t'as dit, Fred, Yalena. Elle nous donne aussi une 3e pierre qui se regroupe à notre cheminement. Et si je me trompe pas, c'est la pierre de gauche qui est donc du et enfin je sais plus, mais c'est l'une des 4 pierres. Donc on commence à former une phrase, il n'en manque plus que 2, quoi. Il nous manque encore 2 coins pour voir ce qu'il y a écrit dessus. Parce que Fred, ça doit être vraiment important ce qu'il y a écrit sur cette pierre dans l'aventure. Ça va vraiment nous amener à un endroit où nous faire découvrir quelque chose d'incroyable. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr. Je suis sûr que c'est super important. J'en suis sûr que Herbie il ferait pas ça juste pour que ça sert à rien. Sûr et certain. Bon, sûr et certain que je parierais même pas $1 dessus. Alors on continue. Fred, on peut revenir en arrière, on peut parler vite fait de la forêt de Brisilia. Moi j'ai un moment que j'aimerais discuter là-dedans. Tu y es allé par la forêt, toi ? La forêt enchantée... Oui, il y a le passeur, c'est ça ? Ouais, il y a le passeur, surtout avant, il y a un vieux ermite qui est en train de méditer à l'envers, qui est rigolo, et puis on peut trouver un livre plus tard dans la forteresse du père de Louardan qui apprend à méditer, ce qui nous restaure 100 points de machin, que j'en ai rien à foutre des règles. Non, j'ai pas vu, en fait... c'est la chartreuse qui parle, là. Ouais, j'ai fait comme d'habitude, je suis pas allé à gauche, mais je suis allé toujours à l'ouest, donc je pense que c'était pas les bonnes directions. Très bien, moi je suis allé à l'est. Oui, mais est-ce que tu as rencontré la dryade, la magnifique belle dryade que... Alors je dis bien,
La description. Ah, tu l'as pas rencontré. Putain, mec, t'as eu du bol parce que t'es coincé à ce moment-là si tu fais pas le puzzle. T'es foutu, t'es fucked. Ah, c'est ça ton fameux puzzle dont tu m'as dit de me méfier comme Loki Boo, là. Bah oui, les auditeurs, j'ai envoyé des textos à Fred, je lui ai dit, écoute, bon, moi, j'en parlais dans l'épisode Sierra, j'adore les puzzles, donc les jeux Sierra, les jeux Infocom, les jeux Wadjet, tout ce qui est moderne même, j'adore ça, quoi, j'adore les puzzles. Mais là, Herbie, je sais qu'il les puzzles visuels, il y en a qui sont chouettes, mais là... La première chose, c'est qu'il y a un lutin qui lui fait une devinette mathématique. Tu sais, c'est le truc de... Si le cheval arrive à Saint-Ambroise à 95 km/h, qu'un autre cheval arrive à 295 heures, mais qui est parti de la ville de Luftès, qui est à 10 km plus loin, sachant que son cheval fait 5 km de plus par heure, tu vois, c'est genre le plus de merde. Là-dedans, c'est simple, on lui donne 5 choix, donc je les ai fait un par un. Tellement que je déteste les puces de mathématiques comme ça à l'écrit. Ça me rappelle trop le collège, quoi, ça me fait chier. Je suis nul en maths. Mais le deuxième puzzle, il m'a plu, en fait, c'est une dryade que d'ailleurs la description nous dit bien est vraiment beaucoup plus belle que Freya. Et là, elle nous donne un puzzle, un rébut. Elle lui donne un rébut en lui disant que mon premier est dans la main, mais jamais dans les mains. Tu vois, singulier pluriel. Dans une balle, mais jamais dans un ballon. Elle nous en donne 7 comme ça. Et elle nous dit, voilà, si tu trouves les rébus de chacune de ces 7 phrases, tu auras mon nom. Cite mon nom. Et il y a un puits d'eau dans le lieu. Elle me dit, plonge ta main dans le puits et tu auras donc t'auras donc ce que tu veux. Ou, bref, je sais même plus. Tu auras donc inséré ici objet pour avancer l'aventure. Je dis, ok, bon, il y a déjà un puzzle. Ok, cool, je m'y attarde. Et je me dis, bon, balle, ballon. Déjà, je me dis, est-ce que c'est un truc à la Fort Boyard? Est-ce que c'est une devinette? Je lui dis qu'il y a quand même 7 phrases, et c'est pas comme Bilbo et Gollum dans les cavernes, hein, en fait, ça veut rien dire. Je sais que, ok, il faut penser à extraire la boîte, c'est un autre truc. Est-ce que c'est le nombre de lettres des mots qu'elle propose? Comme elle dit bien au bout d'un moment, dans zoo, mais pas alcool. Je me dis, ok, on trouve machin dans un zoo, mais pas dans l'alcool. Je lui dis, ok, attends. Le zoo et alcool, là, il n'y a rien, c'est pas un animal, c'est pas un apéritif qui s'appelle le zèbre ou un truc comme ça. Je sais qu'il y a un apéritif qui s'appelle un perroquet. Mais bon, bref. Et puis, finalement, je me rends compte ce que c'est. C'est les lettres. Elle dit bien, tu trouveras mon nom. Donc finalement, le puzzle, c'est de trouver la lettre qui manque dans le deuxième mot qu'elle cite. Donc au premier, elle dit bien, je l'ai dans la main, mais pas dans les mains. C'est S. Donc la première lettre de son nom. Donc j'ai fait les 7 et j'ai eu Suzanne. Et puis elle dit bien à la fin, quand tu auras mon nom, et puis le truc bien sûr qui a rien à voir avec l'univers, entre l'univers et les règles, encore une fois qui brise l'immersion, elle dit multiplie 6 x 6, multiplie ça par 6 x 6 et tu auras où tu dois aller. Pardon, je peux donc finalement j'ai eu son nom, c'est Suzanne, mais je lui dis ok Herbie, qu'est-ce que tu veux que je fasse de Suzanne x 36? Et puis je me dis, mais t'as pas... Donc il a dû utiliser le code le plus basique, c'est que la lettre A vaut 1, la lettre B vaut 2, la lettre C vaut 3, voilà, l'alphabet progressif numérique. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Donc je commence à faire l'alphabet, et puis finalement j'obtiens donc 19, 21, 26, 1, 14, 14, 15, 5... Donc j'ai 100. T'obtiens pas 3 aussi? Ça va aller, j'ai 100 plus 36, donc ça me fait 136. Et finalement, c'était bien ça la résolution du puzzle. Et je lui dis, putain, mais Herbie. Waouh, j'ai dû me pencher dessus au moins 1h30. Et à la fin, je lui ai dit, Herbie, là, t'abuses. Là, t'abuses vraiment. Parce que le premier puzzle visuel de Louardan 1, dans les cryptes, j'aime bien, où en fait, il y a le numéro 100, je sais pas quoi, qui est caché à travers des traits qui veulent rien dire. T'as l'impression que c'est un langage codé. Mais là, je lui dis, mec, là, c'est puce sur puce. Et surtout, il donne un numéro qui a été coincé, je dis ok, tu fais bien, parce que c'est trop balèze hein, pour certains joueurs. Je vais à la page indiquée, et c'est un texte en fait qui est écrit à l'envers, mais attention, vous pouvez pas le mettre dans un miroir, c'est chaque lettre qui est à l'envers, donc vous commencez bien sûr de la droite vers la gauche, donc vous lisez de bas en haut, mais c'est aussi chaque lettre qui est inversée. Donc même si vous mettez dans un miroir, ça vous aide pas, même avec un Photoshop, ça fait rien quoi. Donc j'ai réécrit le truc et en fait ça te donne ce qu'il faut faire, ça te donne pas la solution. Donc même la solution te donne un indice pour réussir l'épreuve. Bon, ça c'est pas mal encore à la rigueur. Ouais, mais dans ce cas-là, je veux bien qu'à la fin de ça, tu me dis si vous avez toujours pas réussi. Finalement, la solution, c'est que son nom, c'est Suzanne, parce que chaque lettre machin, x 36 égale ça, rendez-vous à ça. J'ai fait quand même
sais, c'est un peu comme des jeux qu'il y avait dans, je sais pas moi, le journal de Mickey ou Picsou géant, où tu tournais le livre à l'envers et t'avais la soluce à la devinette ou au rébut, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut réussir. T'as vu les 2 exemples que je t'ai sortis de ma jeunesse française, là? Ouais, je vois ça, ouais. elle est très petite, mais elle est présente, voilà. C'est des magazines que j'aimais bien. Bref, ouais, j'ai assez parlé et ça m'a donné un autre bloc, donc qui était, je sais pas quoi, voir émuler, je crois. Donc ça veut dire que la pièce du milieu, c'est du pouvoir et dissimuler dans les cryptes. Je dis ok. J'en ai un petit peu rien à foutre de ce que la dernière Pierre a à nous dire, parce que d'ailleurs j'en ai plus rien à foutre de ce que toi et Pierre m'ont dit depuis que j'ai eu la deuxième, qui me dit dans les cryptes. En fait, dans ce truc-là, c'est pas le texte qui est important, ce qu'on peut assez facilement décrypter, mais en fait c'est d'avoir l'ensemble des pièces pour que ça fasse la clé, quoi. Donc c'est plutôt trouver toutes les pièces qui est important. Bon, franchement, moi il m'en manquait une, ça a rien changé à l'aventure, hein. Bon, bref. Bah non, c'est ça, parce que tu vois, par exemple là, il te bloque pas si t'as pas les 5 pièces. Tu veux parler de ce moment-là? D'ailleurs, on trouve un coffre, je sais pas quoi, un passage secret. Vas-y, continue, parce que là, moi, le puzzle de la dryade, Suzanne. Écoute, Suzanne, go fuck yourself. Putain, laisse tomber. Suzette. Bon, bref, on s'égare. What the fuck? Il a bien choisi son prénom pour l'épisode, ça tombe bien. Donc en fait là on s'est perdu dans Belgardium et on a trouvé Yelena, nous met le petit cristal. On va dans les cryptes. Là, dans les cryptes, à part le fait qu'il y ait des bandits qui est squattés, il se passe pas grand chose. Faut juste trouver le passage qui mène en dessous. Là, on est dans les ruines. En fait, on trouve le chemin pour les cryptes. Et les cryptes, en fait, c'est un endroit qu'on connaît, qu'on a déjà été allé, qu'on connaît, dans lequel on est déjà allé. Et en fait, il y a 5 directions. Et moi, comme le bon joueur que je suis, avant de trouver la bonne, j'ai fait les 4 autres. Bon, c'est pas super intéressant. Il y a un squelette, il y a un plafond amovible. Ah si, le plafond amovible, c'est une épreuve qu'on avait passée. Et en fait, là, il y a un boyau. Et si vous êtes dans le boyau, il y a une caverne avec un dragon. Voilà, petit histoire de vous faire il y a un truc sympa. Pendant tout ça, en fait, c'est qu'on retrouve, en fait, c'est comme une nostalgie pour le premier volume de Louardan, quoi. C'est ça, en fait, on revoit les endroits où on a passé nos épreuves il y a 10 ans. Et c'est vrai que c'est comparé au premier bouquin. Donc, il y avait une scène où il y avait des pendules qui traversaient l'air et qui pouvaient nous déchiqueter. Donc là, ils sont inactifs. Mais derrière, il a inventé un ennemi qui est un peu original, qui est un chevalier automate, et qui protège donc ce coffre-là, avec un bouclier dedans qui ne sert à rien. Et en fait, ce chevalier automate, son épée et lui, sont deux créatures distinctes. Faut tuer les deux. Et donc, en fait, il y a une seule... Je me souviens un petit peu des phases, parce qu'en fait, j'avais bien aimé, comme je disais pour la précédente partie, là, c'était le plus le visuel, et ça avait marqué, donc je me souviens un petit peu plus des épreuves de la crypte qui étaient chouettes. C'est vrai qu'en fait, dans cet endroit-là, il y a une seule direction, c'est trouver Freya. Et là, il y a un truc assez marrant. Il y a une espèce de gardien au-dessus d'elle dont il faut se défaire. Bref, on s'en serait bien passé. Et en fait, Freya, elle se retourne contre nous. Et un truc assez marrant, c'est que Herbie nous propose de la laisser nous frapper. Elle a quand même un petit poignard, mais qui est quand même empoisonné. Ouais. Et en fait, on peut la laisser on peut se laisser faire comme ça 4 fois d'affilée pour un total de 30 coups de couteau. J'ai calculé. Et donc, bien joué. Parce qu'à chaque fois, il augmentait, il me fait dans ce cas-là. Alors, c'est 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12 coups avant vous. Et puis à la fin, il nous dit bien, vous êtes obligés. Je lui dis, oh merde, ok. En fait, c'est dommage. Ou bien vous vous suicidez, ou bien vous allez au 13, ou bien vous ripostez. Ouais. Et c'est dommage parce que, pour revenir là-dessus, c'est un moment dramatique, Fred. En effet, c'est que Freya, on voit bien qu'elle a la cicatrice à la tête, et que, bien sûr, elle est donc possédée comme les autres, et elle va nous attaquer, elle va nous tuer, et on se rend compte finalement qu'on est obligé de la tuer, quoi. On est obligé de se battre contre elle. Et là, il y a une scène qui fait très penser à Moorcock, Elric de Bibinonnet, la scène finale du premier livre, où en fait, il sort son âme, il veut pas tuer, il sort son épée démon, là c'est son épée sorcière pour Louardan, et en fait l'épée, cette situation-là, c'est quelque chose qui la galvanise. En fait, Louardan ne maîtrise plus son arme, et son arme veut absolument voler la vie de Freya, et c'est un peu ce qui se passe. C'est la grande malédiction de Elric de Bibinonnet, c'est qu'il a tué Silmaril, sa promise, avec son épée démon qui lui a sucé son âme. Et donc ça, c'est une tragédie qui suivra le personnage dans toute sa quête. Et là, en fait, il se passe un peu la même chose. Donc c'est vrai que Herbie, il a des références, elles sont plutôt bonnes quand même. Ça, on peut pas le renier. C'est pas mal.
Non, non, là, il y a du Dune, il y a du Elric de Mélin-Borné, il y a pas mal de choses, Elric des Dragons, je veux dire. Oh, les références sont bonnes, hein, ce qui rend Louardan son propre univers, hein. De toute façon, tout est toujours d'inspiré de tout, donc c'est chouette, mais c'est dommage que c'est pas épanoui davantage. Finalement, enfin, je devrais dire ça à la fin, mais finalement, Louardan, ça serait, je pense, beaucoup plus intéressant en tant qu'un roman d'Heroic Fantasy qu'un livre-jeu, quoi. Mais c'est vrai que donc en fait dans cette salle-là après on a la fameuse serrure en forme de croix avec les différents indices. Oh putain, heureusement que je l'ai rassemblé cette croix, sinon je serais coincé. Ah non, Herbie me dit si t'as pas les symboles, enfin il me dit même pas, il me donne juste c'est pas grave si je les ai tous. Ok, génial, je me suis fait chier pour rien. Oui c'est ça en fait, il te dit bah si t'as tous les symboles tu vas là, si tu les as pas, tu sais où tu vas aller si tu les as tous. Ouais bon. Ouais moi je sais où je vais aller ouais. Et donc en fait cette serrure donne sur un... Là on va dire que pour une fois il y a un peu de nouveauté, parce qu'on rentre un peu dans une salle onirique. On apparaît dedans un peu comme si elle sortait... en fait on est dans une salle, on est sur une espèce de corniche. Derrière nous il y a 2 portes majestueuses, énormes en airain je crois. Une à l'est, une à l'ouest. Et en face de nous surtout il y a des ponts de brume qui sont perdus dans la brume. Ils semblent eux-mêmes constitués de brume. Et là c'est assez marrant parce qu'il nous fait la même chose qu'avec... avec Freya, c'est-à-dire qu'on peut essayer 4 fois d'ouvrir les portes derrière nous, et 4 fois on se prend un éclair, et ceux pour les 2 portes. Donc voilà, si là vous avez vraiment pas compris, même l'auteur, il est là de cette situation-là. Et en fait, le truc là, c'est qu'il faut s'engager sur les ponts, et en fait, n'importe lequel fera l'affaire, c'est juste qu'il faut surmonter son appréhension initiale, et se lancer en avant, et là, par magie... les ponts, les volutes de brume nous soutiennent, mais en fait compte c'est bon, on est comme là dans le repère de l'ennemi, c'est bien indiqué, on sent un mal maléfique comme on n'a jamais senti, on n'est pas bien, on ne mène pas large. Et c'est vrai que si vous avez été juste avant, si vous êtes un peu trop baladé, vous êtes tombé sur un dragon qui était un vrai dragon, et là vous avez la couverture de la 2e édition, vous avez un dragon d'illusion, un dragon rouge, et sauf qu'il a des carastiques énormes, avec une base de plus de 150 et tout ça. Donc en gros le combat que vous gagnerez jamais, bon là on le gagne. Et juste après, il y a une voix qui nous dit de continuer en se débarrassant de toutes nos possessions. Et là, on est obligé de faire ça, et c'est vrai qu'après, il y a une règle dans Louardan, c'est que Louardan ne peut pas se séparer de son arme. Donc on a eu la volonté de se débarrasser de notre arme, mais celle-ci nous revient dans la main, donc on peut partir avec elle. Pour une suite de combats, en fin de compte, assez anecdotique, j'ai envie de dire. Même cette phase, elle est assez space, hein, parce que c'est Louardan qui rentre dans une plaine astrale qui est un peu perdue, qui est dans un monde des ombres, et puis on peut tourner en rond facilement parce qu'on a un carrefour, mais il n'y a qu'une seule bonne sortie, il faut insister dans cette sortie. Et puis finalement, ce qui se passe, c'est que on est téléporté dans un autre monde et on est dirigé par l'une des sœurs de la Gegum, la grande sœur, hein, et puis il y a aussi une panthère noire qui vole à côté de nous, parce qu'on s'est débarrassé de tous nos items. Je crois que c'est un peu l'épreuve de montrer le côté pieux de Louardan, hein, c'est de jeter tout ce qui est matériel. Et cette panthère noire, ou ce tigre noir, je sais plus trop ce que c'était, si c'est comme Darl Invincible. Et on se rend compte qu'il y a des étoiles, une constellation, ou des choses qui s'illuminent à l'intérieur de la panthère. Et donc on se rend compte que l'animal féroce qui vole à côté de nous, c'est bien sûr Exterminator, qui est inséparable. On ne peut jamais se débarrasser d'eux, même qu'on jette tout dans l'oubli. Et donc ça nous téléporte dans un nouveau donjon, un endroit où se trouve donc... Enfin, surtout la sœur de la Gegum, elle nous commence à nous développer l'histoire, elle nous dit bien qu'il y a trois maîtres du mal, et qui ont créé la horde des démons, et qui sont donc nos grands ennemis. Je lui dis, bon, c'est un peu tard pour nous révéler tout ça, mais ok, bon, bah allons-y, on fait avec. Et donc, c'est un combat qu'on ouvre tout de suite, un petit dialogue de présentation, une mise en scène, quand même mieux écrite que dans les Maîtres du Destin, ce qui est pas difficile à faire. Et Herbie Brennan, bien sûr, il nous montre bien qu'il a du talent, même quand il est un peu pressé d'écrire le livre. L'aventure se passe et c'est un peu le combat ultime que feraient les statistiques, j'ai trouvé exorbitant, vraiment impressionnant. Mais il s'est tapé un délire, parce qu'en fait on doit combattre les 3 boss, donc il y a 3 boss, on doit les combattre en même temps. Et mais il y a un point faible. Leurs caractéristiques, elles sont toutes à 99. C'est marrant. Mais il y a un point faible, si on roule un double 6, on trouve leur point faible et on en tue un d'un coup. Donc je dis ok, même ça rend toujours pas la partie très facile, mais je comprends l'importance
de ce boss final, ce qui est chouette. Ce qui bon, pas chouette, mais en fait, ce qui ajoute du gravitas à la situation. Et puis à la fin, on les tue, et donc on est ramené au summum des décombres de la forteresse Xandine. Et on peut même avoir ces passages narratifs où Loardan peut essayer de trouver le cadavre de Freya pour la ramener, pour qu'elle ait quand même un enterrement cérémonial. Et on fouille les décombres, on peut fouiller, je crois, jusqu'à 2 ou 3 fois de suite, Fred, hein, mais on trouve pas son cadavre, donc on trouve rien. Ouais. On trouve rien, on est dépéri, Loardan est complètement dépressif. On a une superbe illustration de John Blanche. Ce que j'aime bien, je retrouve un petit peu l'univers de sorcellerie dans celle-ci. Donc Loardan qui marche à travers les plaines sans sa monture, avec quasiment plus rien, défait, malgré qu'il ait vécu en fait, il a dû payer le prix cher, quoi, l'amour de sa vie pour débarrasser le royaume des 3 grands créateurs, des 3 grands créateurs de la Horde des démons. Donc qui allait peut-être recréer par la suite d'autres démons sur Terre. Donc prix lourd. Et Fred, vas-y, tu peux nous parler de le dernier chapitre de la rencontre de la mère Gegum qui nous rencontre sur le chemin. Oui, c'est ça, en fait, on tombe sur un campement des nonnes du Gegum avec la présence de l'abbesse, et en fait, ils entourent tout le corps de notre femme. C'est elles qui l'ont retiré avant nous des décombres du temple et des cryptes. Et en fin de compte, Lipta, l'abbesse, nous demande de lui céder Exterminator. Nous, un peu dégoûtés par cette scène macabre, on lui cède en sachant qu'en fin de compte, normalement, Exterminator quitte jamais notre main. Et là, pleine de son pouvoir et d'un superbe dessin, Lipta dresse Exterminator au-dessus d'elle, comme si elle allait nous adouber ou nous décapiter. Et en fin de compte, d'un mouvement rapide que le Loardan prend pour lui, croit qu'il est destiné pour lui, en fait, elle fracasse Exterminator contre un rocher. Et comme Exterminator a tué Freya, ou plutôt le démon de Freya, parce qu'en fait les démons et les âmes à l'intérieur des corps font un tour de passe-passe, et les âmes sont abandonnées dans une espèce de endroit bizarre. Et en fait le switch se fait, et en fin de compte l'âme de Freya reprend possession de son corps, elle ressuscite, la princesse a été sauvée, on a dû buter 2 dragons, 3 sorciers, le mariage va bien, on est le seigneur du royaume. J'ai envie de dire, c'est une superbe fin. Et moi j'ai pas chouette. Trouvé du tout, si. C'est marrant, pendant que tu racontais ce moment épique, rempli de magie, de sorcellerie et de bonheur, il y avait des courses de voitures en arrière-plan chez toi, et j'avais l'impression d'entendre des démons ou la magie des Gegum qui se matérialisait. Ah oui, je sais pas si bizarre parce que des motos, mais... C'est bizarre parce que je sais pas du tout comment ça me viendrait cette t'arrêtes pas, toi. J'espère que c'est des shots que tu te prends, parce que si c'est des verres de Sky, ciao, ça... C'est la magie de Loardan. Ah non, mais j'en profite, je célèbre, parce que quand même, Loardan, c'est un moment épique du podcast. Et Fred, voilà, ça nous amène vers la fin. Alors, il y a un truc sympa. Je pense surtout un shot là pour célébrer cette fin, parce que j'aime bien les épilogues, j'aime beaucoup un peu la continuité, mais là finalement on n'a pas vraiment de fin livrée, on a une belle fin mais on n'a pas une fin de l'histoire, on a une fin dramatique, c'est Freya dans les bras, tout va bien, et même un petit détail, c'est que la sœur mère des Bene Gesserit sourit en voyant le bonheur de Loardan, et je me dis que même les gens qui nous utilisaient comme des outils ont de l'empathie vers notre bonheur, tu vois. Je dis ok, c'est cool, parce que tu vois, c'est un peu le brise-nerf, c'est sympa, c'est bon, la forteresse de notre père est complètement écroulée, mais voilà quoi, il y a du bonheur. Et puis à la fin on a un épilogue, j'aime les épilogues parce que voilà, ça permet justement de savoir ce qui se passe, c'est court, et c'est ça, les bonnes choses viennent toujours en petites choses, et là c'est chouette parce que Herbie nous explique l'épilogue comme si nous étions quelqu'un en train de lire en fait un grimoire qui raconte l'épopée de Loardan. On se rend compte qu'ils ont vécu avec Freya hors du royaume, loin de toute politique et d'intervention, qu'ils ont vécu détachés de tout ce qui leur a pendant des années, enfin pendant la vie de Loardan, leur a donné tellement de choses à faire et des tâches incroyables à accomplir, que là justement il vit une vie paisible, une vie bien méritée, à une fille qui s'appelle Alia, une autre qui devient Bene Gesserit. Non attends, je me trompe encore une fois, qui est justement
d'abomination, et qui détruit le règne des Gegum, leur empire, de Bene Gesserit, voilà. Donc, je dis encore une fois, là, c'est complètement du hommage ou de l'admiration pour Frank Herbert, parce que là, la fille de Louardan. Après, encore une fois, Herbie, qui fait du drame. Bien sûr, Freya meurt pas très âgée, donc ce qui laisse Louardan pendant ces dernières années très... pas aigri, mais triste. Qui devient conseiller. Encore une fois, il aide le peuple contre l'invasion des pirates. Bref, on se rend compte qu'il y a une épopée là-dedans. Et que voilà, qu'il aura sauvé le royaume encore une fois, qu'il aura eu un rôle très important là-dedans. Et puis finalement, voici la fin des recueils de la saga de Louardan. Bref, mais j'aime bien ce côté où on lit tout via l'écriture d'un registre historique vers un livre qui raconte l'histoire du seigneur Xandine, et je trouve que ça fait épique, ça fait épopée. Et finalement, je me dis ok, c'est cool, qu'est-ce que j'en tire des maîtres du mal? Qu'est-ce qu'on en pense? Et Fred, pour commencer, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que c'est Herbie qui a voulu acquérir ou créer le même statut qu'on retrouve chez Joe Dever, Louardan, qui vit toujours aujourd'hui malgré le décès de l'artiste, mais qui continue, et que ce seigneur Magnakai continue à vivre des aventures incroyables, que nous le retrouvons, mais bien sûr nous sommes, bon, c'est pas grave parce que j'ai l'impression quand même d'être Louardan malgré que c'est écrit à la 3e personne, mais j'ai l'impression de trouver une version très short, pas aussi... En fait, c'est dur parce que il faut que je me détache de Louardan, parce que ce que je veux de Louardan existe dans Loup solitaire, absolument. Donc je lui dis ok, Louardan, je me détache. Donc qu'est-ce que je pense de Louardan en essayant de vraiment briser toute comparaison? J'aime bien Louardan, j'aime bien cette saga, je trouve qu'il y a quelque chose d'épique. Les couvertures jouent beaucoup là-dessus, je le cache pas. Mais il y a cette façon d'écrire du Herbie qui est très présente, qui est des fois présente sur plusieurs pages avant qu'on ait le choix, mais je trouve que ça joue. Mais finalement, au fur et à mesure des volumes, on se rend compte, il y a la taille de chaque volume, ils deviennent de plus en plus minces, de plus en plus petits, et l'histoire se sent très compactée. Et surtout dans le 3e volume, Fred, on a senti vraiment que c'était tronqué, il y avait comme une accélération des faits, on dirait qu'on forçait un petit peu le moment climax, le climax de l'histoire, avec les Chevaliers d'Or sur la colline, là, ce que je retiens. Mais au final, les Maîtres du Mal, c'est une fin inattendue, qui est un peu bâclée, mais on trouve quand même de bonnes choses à l'intérieur, et finalement ça me fait aimer un peu plus Louardan, malgré que bien sûr c'est rempli de défauts. Il y a quand même quelque chose de vraiment super. Je trouve qu'il y a énormément de matière à apprendre pour la création d'un univers de livre-jeu en continuité. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à apprendre, des erreurs mais aussi des réussites, quoi. Il y a beaucoup de choses qui marchent, et que Herbie bien sûr excelle surtout dans sa narrative. Moi, je suis très déçu. Voilà, je trouvais ça sans saveur, sans imagination. Je trouve que c'est pas un bon final. L'histoire de la princesse à sauver avec les dragons, c'est archi connu. Les références, les moments sympas, c'est des références à des trucs qu'on connaît déjà. Moi, je suis très déçu. Les bonnes idées qui sont les mondes ouverts entre guillemets, les 2-3 endroits ouverts. En fin de compte, c'est ouvert, mais pour que dalle, parce qu'en fin de compte, c'est pas vraiment ouvert, c'est juste pour te distraire quelques instants avant d'aller à l'endroit vraiment important. Les bandits dans les ruines, ils servent à rien. Ouais, t'as raison. En fait, le pro, c'est que l'utilisation des plans, c'est tellement une bonne idée, mais la façon dont c'est utilisé ici, exploité, est vraiment pas intéressant du tout. Parce qu'à chaque fois, en fait, c'est de se rendre pour se dire que vous avez choisi le mauvais, retournez en arrière, choisissez-en un autre. Et je dis, mais ça sert à quoi dans ce cas-là d'avoir un plan? Autant que tu me fasses un carrefour comme les précédents chapitres du livre. Ouais, ça marche bien quand il fait des chapitres carrefour, il y en a plusieurs au fur et à mesure de l'aventure, tu y retournes souvent, ça c'est sympa, ça fonctionne bien. Moi je dis pas, ces bouquins ils sont assez bien, on va dire, souvent par l'architecture d'un livre, lui son architecture elle est bien faite. Après, moi franchement non, je dirais pas que c'est de l'ennui, c'est pas ça que je veux dire, mais dans les autres Louardan, franchement, en fait moi dans celui-ci,
J'étais tellement été un peu tout de suite c'est très difficile, tout de suite c'est infaisable et donc tout de suite en fait tu te mets un peu à zapper. Et moi ce que j'ai bien aimé dans les autres Louardans, c'était utiliser mes pouvoirs magiques, regarder quel objet me fait, tester comme de battre le gars, puis de temps en temps quand il arrive spécial, bah tu tapes le coup, tu sais comme tu disais les boss on peut les tuer sur des 12, ouais. tu fais le 12, t'es content, tu vois. Et bah j'avais quand même un petit côté jeu de rôle. Mais là, dans celui-ci, non, j'ai enchaîné les combats. Tout est super difficile. Les ennemis que tu rencontres ont des caractéristiques qui sont... Lui, il te le dit de toute façon, Brennan, parce que Brennan, il parle un peu avec le lecteur. Il fait bon, bah normalement, le combat vous pouvez pas survivre, mais si jamais vous survivez, rendez-vous au machin. Ah là, ce combat-là, il y a sûrement que le Wardan va trépasser. Donc lui-même te dit en gros que c'est impossible. Qu'en gros, bah si t'as réussi, c'est que sûrement t'as triché. Mais bon, comme il te dit où aller, bah t'y vas, quoi. T'as envie d'avancer. Ouais, bah je trouve qu'en fait. Il y a des choses qui sont bien dans l'ordre. Moi, j'aime bien les longs chapitres. Quand il te fait des choix, tu sens que c'est des choix d'atmosphère, comme dans la forêt. Là, on va vraiment avoir des aventures différentes selon par où tu passes. Et après, comme des scènes communes. Mais j'ai trouvé ça, je trouvais ça plat, quoi. Je sais pas, ça manque de relief. Les endroits les plus sympas, c'est les endroits qu'on connaît déjà. Ouais, les dragons, quoi. Foutre un dragon. Bah, après, que ça du ciné se jette sur nous pour nous tuer, c'est un peu, on va dire singulier. Moi franchement la scène dans le monde onirique, je trouvais que les descriptions étaient bien faites, mais bon c'est un peu on comprenait pas trop ce qui se passait. En fait les ennemis quand ils arrivent ils sont pas vraiment mis en valeur, juste avec cette salle de miroir où d'ailleurs il y a un combat qui bug un peu parce qu'on fait un combat contre deux démons, c'est pratiquement le même combat, j'ai pas trop compris. Bon, bref, et ça doit... Donc en fait moi je trouve que c'est peut-être dans le premier j'avais aimé ce qu'on découvrait, le deuxième les cris de la terreur, t'avais comme les épreuves, tu t'apprenais la magie, c'est sympa. Le troisième il y avait une espèce d'enchaînement, mais je me souviens de la scène finale, on était le Uber Louardan, quoi. Je m'en souviens, j'ai encore les caractéristiques, on était à un niveau supérieur, quoi, au niveau des dieux presque. Et là bah ouais, princesse, dragon, méchant. Tes objets, t'en as toute une tripotée, tu utilises même plus. Là, on te fait récupérer. À la fin, tu les jettes dans le vide. Ouais, de toute façon, tu jettes tout dans le vide. Franchement, moi, je trouve juste qu'il s'est racheté un peu sur la scène finale où j'ai trouvé un peu de singularité, un peu d'imagination, ça changeait. Après, le totem onirique qui nous parle, bah, ça fait aussi beaucoup penser à la Voix du Tigre. Et c'est vrai que dans la Voix du Tigre, ces scènes-là sont beaucoup mieux amenées aussi, sont beaucoup plus intéressantes. Donc, c'est vrai que moi, dans l'un dans l'autre, cet épisode de Louardan, je trouve à bien des égards très 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 décevant. Et ouais, et puis que le gros, j'ai regardé dans les premiers bouquins, on combat pas tant que ça. Hein. C'est à partir du 3 que ça devient un peu nawak. Et là, le 4, de toute façon, à un moment, ouais, c'est. En fait, à la fin, vous enchaînez les boss, quoi. C'est ça. Donc, un truc aussi que j'ai trouvé dégueulasse. Après, je sais pas si c'est passé pour toi. Parce que donc, normalement, vous savez, il y a un système d'expérience à Louardan. Donc, quand vous butez un ennemi, vous gagnez un point d'habilité. Ça augmente vos points de vie, tout ça. Pour passer les épreuves finales, pour combattre les trois sorciers maléfiques, les méchants, Brennan nous demande combien de points de vie on a. Parce qu'on en a plus de 600. Et moi, je me dis, je suis à peine à la moitié, je suis à peine à la moitié de 600. Bah oui, parce qu'on s'en prend tellement des dégâts avant ça, et puis en fait, si on n'a pas... Même pas, c'est même pas tes points de vie que t'as actuellement, c'est tes points de vie max. Quel est ton total de points de vie max? Il t'annonce 600, mais pour avoir 600 points de vie, c'est-à-dire que dès le début de la création du personnage, t'as fait des sacrés scores. Parce qu'en fait, tu peux pas avoir 6... Moi, je sais pas, j'ai 33 en expérience, c'est-à-dire que j'ai buté 33 ennemis sur mes 4 aventures. J'en ai peut-être oublié entre-temps, mais normalement, j'ai fait... Et donc, je comprends pas comment il arrive à ce score de 600. Pour moi, ça sort de nulle part. Et je me dis, mais c'est pas possible de... Après, peut-être que je me trompe, toi, t'avais plus de 600, toi, en point de vie, en maximum. Non, c'est juste impossible, quoi, au bout d'un moment. Mais je crois que c'est ça, il y avait aussi la fatigue, en fait, vers la fin du livre, de ces combats, hein. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, que même quand je me rends compte que ces combats deviennent impossibles à franchir, ça devient en fait répétitif. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que Herbie me montre quelque chose qui me fait rouler les yeux, quoi. C'est juste, ouais, ok, encore une fois, un truc impossible, infaisable. C'est pas nouveau, Herbie, là. C'est pas nouveau. Bah, c'est vrai que dès le début d'aventure, c'était comme ça. T'avais les épreuves de la Guégoube, elles étaient pratiquement infaisables. Bon, bah, voilà, comme tu disais là, dans le volume 3 aussi. Hein. Et c'est ça, je t'écoutais parler, c'est ça, quoi. C'est... Ah, j'ai envie de dire, et je crois que j'arrive à retrouver mes émotions dans ce 4e volume, comment les expliquer, c'est que c'est une fin satisfaisante à un 4e volume amer.
Oui, c'est ça, voilà, c'est un peu ça. Voilà, là, il se rattrape un peu à la fin, mais... J'essaie de faire du Rochefoucauld, mais laisse tomber, quoi, j'y arriverai pas, mais, mais c'est ça, quoi, je me dis, ici, comment je peux dire ça aussi... je peux être aussi... sortir mes émotions, voilà, c'est ça, quoi, c'est parce que, ce que je lui dis, je t'écoute parler, et je lui dis, en effet, t'as absolument raison dans tout ça, il y a des points auxquels je faisais pas attention, d'autres, bien sûr, qui sont direct dans le visage, je dis, t'as raison, quoi, mais il y a quelque chose que j'aime. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup de cet univers, et en fait, c'est le monde. J'aime beaucoup le héros, le monde, et l'histoire, et le drame, la difficulté que parcourt Louardan. Et aujourd'hui, bien sûr, dans les médias et les films que nous consommons, surtout les films de masse, hein, nos héros ont souvent peu de drames, ne vivent pas de difficultés, hein. Tout le monde devient un peu trop invincible, hein. Tout le monde ressuscite quand il meurt, bref. Et ce que j'aime bien de Louardan, c'est qu'il y a de la perte malgré qu'à la fin, bien sûr, je me contredis là, sa femme Freya revient, mais il y a une raison, c'est que il y a les pouvoirs de Bene Gesserit qui peuvent faire ça qu'une fois, et d'ailleurs, on le mérite ce pouvoir parce qu'on a tellement, on s'est tellement abaissé devant ces nonnes sorcières, on a tellement morflé à cause d'elles que c'est le minimum syndical qu'elles peuvent nous redonner. Bref, il y a quelque chose que j'aime bien, quoi. Et je retrouve ça dans d'autres œuvres aussi qui sont pas des livres-jeux de fantasy où l'aventure, la façon dont ça se développe, c'est amer. Quand je dis amer, voilà, c'est pas ce que je voulais. En fait, c'est pas ce qu'on veut, quoi. C'est pas la fin qu'on voulait. Et on sent qu'on méritait mieux. Parce qu'on dit souvent, hein, c'est pas ce qu'on voulait, enfin, mais c'est ce qu'on a mérité. Mais là, non, parce que Herbie, on était avec toi du début jusqu'à la fin, quoi. Et là, je sens que c'est, vu la taille des volumes qui rétrécissent, je spécule entièrement, mais j'ai l'impression qu'Herbie voyait que ça marchait pas. Et donc, c'était un peu la fatigue de l'écriture. Je comprends, quand l'artiste fatigue, c'est normal, quoi. C'est difficile de travailler avec le cœur quand on sait que ça marche pas, qu'on a plus trop l'émotion de le faire. Mais il y a des gens comme nous, comme Fred et moi, tu vois, qui ont envie de vivre l'aventure jusqu'au bout. Ben voilà, je dirais ça, hein, c'est un 4e volume amer, quoi, avec une aventure... enfin bref, comme je l'ai beaucoup mieux dit tout à l'heure, hein, ça sortait vraiment du cœur, quoi. Mais voilà, les maîtres du mal, quoi. Quelle déception, malgré que on aime Louardan, quoi. Les maîtres du mal, on a mal. Hein. On a mal, ouais. Ouais, donc c'est la fin, hein. Donc voilà. Un dernier pour la route. Je toast Fred aux aventures de Louardan qui ont été présentes sur le podcast pendant 7 ans, à travers 7 ans. Et nous avons vécu des aventures incroyables. Nous avons battu les forces du mal, la horde des démons. Et à la fin, nous vivons en paix avec notre chère bien-aimée Freya. J'en souhaite autant à tous nos auditeurs. Voilà. Et ben voilà, les auditeurs, ça conclut notre dernier épisode de la saga Louardan et aussi notre dernier... oh là, chartreuse, putain. Le dernier là, c'est Louardan qui vient et qui me fait « Tu te mesures à moi ?» Je fais « Mais non, je t'admire, qu'est-ce que tu me dis ?» Et ben Fred, voilà, ça nous amène donc à la fin de ce podcast. Hein. Et bien sûr, avant de se quitter, on voudrait remercier nos contributeurs, les Patreons, en commençant bien sûr par le statut de héros, avec en tout premier Étienne Fardel, alias Damol. On a aussi Simon, salut Simon qui est notre Asos Space Marine au Vulcain et Heavy Flammer, attention, il rigole pas, quoi. Salut Simon. Ems le Joukineur, Jack Browns, Prisme X, Pascal Geisser, Sébastien Belzey, et aussi le Docteur Io. Et pour finir, Guillaume Vendée. Et c'est vraiment aussi nos contributeurs encore à l'antenne, parce que c'est vrai qu'on les remercie de leur soutien, et voilà, donc ça nous fait toujours plaisir. Merci encore à vous, les gars, et... Ouais, merci beaucoup, et puis à très bientôt sur Patreon. Ceux qui veulent contribuer au podcast, nous aider ou faire partie, bien sûr, de notre Clubhouse, hein. Il se passe pas mal de choses sur le Patreon, comme on disait plus tôt dans le podcast, au début même, on parlait du vote. Mais on montre aussi des petits screenshots, des montages en cours, mais bon, des choses beaucoup plus intéressantes, bien sûr. On parle un petit peu des artistes auxquels on s'inspire pour nos couvertures. On a aussi des let's play. Et puis bientôt, là, enfin, normalement, quand il y aura ce podcast en ligne, il y aura donc notre fameuse vidéo où nous jouons tous donc à Space Crusade. Et oui, d'ailleurs, il fallait que je le mentionne, certains de vous, les auditeurs, m'ont demandé si j'avais reçu les requests. J'avais parlé de ça dans un précédent épisode, qui avait donc un Kickstarter ou un équivalent crowdfunding Hasbro pour ressusciter, je sais pas comment ils ont fait eu les droits pour recréer donc HeroQuest avec quelques extensions. Oui, je l'ai bien reçu, mais
il faut que je me l'envoie parce que c'est à une autre adresse. Donc, pour l'instant, c'est au chaud chez un ami, chez lui. Je lui ai demandé d'ouvrir le carton et de regarder un petit peu et de prendre des photos. Et en fait, c'est bien sûr donc une mise à jour, mais c'est bien les mêmes règles, le même système d'HeroQuest précédent, avec les extensions qui ont bien sûr leur propre figurine, pas mal de petites choses. Donc je pense que la prochaine vidéo en ligne, ça sera bien sûr l'équipe du podcast qui jouera donc à HeroQuest. Enfin, ça sera bien sympa, quoi. D'ailleurs, on pourra même faire un petit épisode rapide là-dessus. Mais voilà, si vous cherchez à faire partie du Patreon, vous pouvez nous rejoindre donc à patreon.com/PDVELH. Et ben voilà, on va se quitter en musique maintenant. Ouais, on se quitte en musique, Fred. Eh ben écoute, je te propose pour finir l'année, comme c'était du loup ardent, du power metal, je te propose un autre groupe intitulé Smolder, avec leur titre Dream Quest Ends. Oui, loup ardent, les couvertures font penser au froid, à la neige, aux tempêtes. Et ben voilà, là c'est la scène canadienne. Donc régalez-vous et frissonnez de plaisir avec nous. Allez, on vous dit à très bientôt en 2022. À l'année prochaine. Merci à tous les auditeurs. Salut tout le monde, ciao.